Wesh, comment ça va? Quoi de neuf les gars? Alors je te signale Kaiser déjà pour démarrer que en fait c'est d'actualité, ok? Parce qu'en fait elle est extrêmement jouée Purulia. Donc c'est d'actualité tout simplement. La vidéo de Purulia n'est pas du tout la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube quasiment. Ok? C'est juste que c'est d'actualité. Ça ne compte pas les gars. Quoi de neuf, comment vous allez? Aujourd'hui, on va faire comme la dernière fois, on va pas mettre de musique, donc si vous voulez mettre de la musique, vous mettez la vôtre, ce sera plus simple comme ça. Et en plus, bah moi, ça me permet de satisfaire tout le monde. C'est mieux comme ça. Quoi de neuf, les gars? Hop, je lève mon chewing-gum, désolé. Mhm. Salut, salut, ça va, y a pas d'écho? Parce que ça a encore bougé dans mes pièces, du coup, j'ai pas de... comment ça s'appelle? De meubles beaucoup dans la pièce encore. Donc ça, il y a quand même un petit écho. Moi, je l'entends en tout cas. Je sais pas si vous l'entendez ou pas. Si vous l'entendez pas, tant mieux. Aujourd'hui, on va parler de Cristron. Entre autres, dans le sens où je suis pas sûr que ça nous dure tout le live de parler de Cristron. Ça va dépendre d'à quel point est-ce qu'on a des choses à dire dessus. Le but étant de se faire quand même un petit avis pour ceux qui connaissent pas du tout avant le CDF. Et pour ceux qui connaissent, eh ben, nous aider nous à connaître. Je n'arrive plus à dormir. Trop d'interrogations sur le choix de deck, les free spots, le side. C'est horrible de se poser trop de questions. Je te jure, le monde appartient au simplet. Et moins tu te poses de questions, plus tu vis. Et ça, c'est réel. Big! Merci à Cannes. Big! À Cannes le sang, toujours. Hein. Euh, alors, par quoi est-ce qu'on commence? Moi, j'aurais bien aimé démarrer avec un point sur les cartes de l'archétype parce que j'avoue que perso, je sais pas vous, mais moi je sais pas si je connais toutes les cartes de cet archétype de con. Hein. En tout cas, peut-être pas tous les détails. Du coup, on va essayer de voir si on peut pas déjà gérer ça. Alors attendez, normalement j'avais fait une liste avec toutes les cartes. Ah, j'ai pas enregistré. Ah. Attendez, je vérifie. Peut-être que je l'ai ailleurs. Non, non. Non. Ah non, non, je suis vraiment con. Ok. Bah, ça fait toujours plaisir. Du coup, j'ai pas ce que je pensais. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Il est où? Là, hop, hop. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, donc les cartes de l'archétype Trixron. Trixron. Quel plaisir d'avoir un live sur ce deck magnifique. Vous le trouvez vraiment magnifique, les gars? Moi, je le trouve sympa, franchement. Mais je le trouve un peu oppressif en first. Je le trouve un peu oppressif en first. Donc, tout ça, c'est joué. Lui, il est joué. Lui, il est joué. Lui, il est joué. Lui, je l'ai vu dans des listes. Lui, je l'ai vu dans des listes. Ça, évidemment. Lui, Dieu merci, il est ban. Lui, je l'ai vu dans toutes les listes. Alors là, les mecs de l'extra deck, je les mets tous, on sait jamais. Je sais pas lequel est joué, lequel est pas joué pour le coup. Et après, sinon, en règle générale, il y a les Horus qui sont joués. En tout cas, dans la dernière version que j'ai vue qui a bien fonctionné, il y avait les Horus. Donc ça, et les petits. Les petits, il y a souvent lui, il y a souvent un autre encore. Alors je sais pas, je vais mettre tous au cas où. Il y a quoi d'autre les gars qu'il faut savoir? Je sais que les speedroids peuvent être joués. Je sais que les speedroids peuvent être joués. Terror top. Parce que en théorie, tu peux accéder à lui qui est un niveau 3 via Cherubini. Quoi d'autre? Franchement, Nindel Fever, est-ce qu'il pourrait pas revenir? Franchement, non. Hein. Enfin, en vrai, il peut revenir comme beaucoup de cartes, mais est-ce que très content qu'il revienne, c'est autre chose? En vrai de vrai. Les cartes sont pas très belles, mais le deck est génial à jouer. Ah ouais? En tant que joueur du deck, vous trouvez qu'il est bien à jouer? Les caches aussi. Les caches, je pense pas qu'on ait besoin d'en parler parce que bon, c'est assez simple entre guillemets, mais c'est vrai que en théorie, des 7, ça fait des 3 via l'X6 qui met des jetons là, et derrière, tu peux accéder à Shurbini aussi. Pourquoi pas Verté aussi? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Azamina et cache. Azamina, c'est joué? Mais non. En théorie, normal, seulement grande gazelle, ça fait full combo. C'est pas faux, mais bon, ça joue autant de briques que Speedroid machin, et c'est une norme, donc ça risque pas d'arriver. Tu peux aussi jouer les niveaux 8, je sais plus comment ils s'appellent. Les niveaux 8? L'archétype est agréable à jouer, par contre les cartes sont trop moches. Tout le monde dit la même chose. Et pourquoi c'est si agréable que ça à jouer? Moi je trouve ça ni agréable à jouer, ni beau. En fait déjà ça fait partie de cette grande lignée des archétypes gâchés par leur visuel. Je prends toujours cet exemple là, donc on va continuer avec les chiméras.
Attendez. Je mets Chimera dans le nom, dans le texte, normalement on va trouver. Voilà, ça là. Vous voyez les, l'artwork derrière, le background? Vous voyez le background? Regardez. La même spirale de merde avec des couleurs différentes. Voilà, c'est comme ça qu'on vous fait des artworks des fois. C'est fou hein, quand même. Bah là c'est pareil. Le même truc de merde avec des cristaux, mais des couleurs différentes. Et même les nouvelles cartes du coup, hein, parce qu'il y a des nouvelles cartes. Et bah ils ont repris le truc de merde de l'époque. Et voilà, et ils en ont refait. Et du coup ça ressemble à rien quoi. On sait même pas c'est quoi. C'est quoi? C'est des bêtes cristal. Je vais dire des bêtes cristallines. C'est des bêtes de cristal quoi. C'est claqué de ouf. Il y en a, c'est des humains, il y en a, c'est des animaux, on comprend rien, c'est claqué de dingue. Donc la magie continue dans un. Ah oui, je suis un ouf. Je suis un ouf, c'est juste qu'elle a pas. Elle a pas. Elle est pas apparue tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ou alors je l'ai pas vu. Ça, c'est quoi d'ailleurs ça? Ok, c'est vraiment de la merde. Alors que les bêtes cristallines sont ouf. Les bêtes cristallines sont ouf, ça c'est un débat pour une autre fois, les gars. Je peux pas régler tous les débats dans la même journée. C'est pas possible. Bon, alors Cristron, moi je vous dis ce que je sais déjà. Ok, on va essayer de démarrer avec ça. Ok, les Magnetic Warriors ne sont pas très beaux. J'ai jamais dit ça, j'ai dit que c'est subjectif les gars, c'est subjectif la beauté. Je dis pas qu'ils sont beaux objectivement en tout cas, c'est clair. Franchement, ils sont dégueulasses même. Euh, En tout cas, ouais, du coup, moi je sais que lui, sur le terrain, il a un effet broken, mais je me rappelle plus c'est quoi, je crois que c'est qu'il se détruit, il se P1. Sinon, du deck. Sinon, dans le grave, il tuto 1. En fait, je sais pas si je vous fais le petit truc de genre qu'est-ce que je sais que les cartes font avant de vous dire le vrai effet des cartes, parce qu'en vrai ça sert à rien, autant que je vous dise directement le bon effet des cartes. Lui, effectivement, ouais, donc la principale raison pour laquelle il est joué, c'est qu'il peut aller tuto une magie ou piège de l'archétype en se bannissant depuis le grave. Et sur le terrain, il peut target une carte que tu contrôles, tu te lock en machine synchro de l'extra deck, et si tu le fais, tu détruis la carte, enfin, aussi tu détruis la carte, et après, t'invoques un monstre Crystron tuner de ton deck. Ok, donc il se fait un tuner du deck en se loquant, en machin, et en détruisant une carte. Et après, il a l'effet tuto dans le grave. La magie, elle va tuto un Crystron, une carte Crystron même, de ton deck à ta main. Et la première fois que chaque carte Crystron doit être détruite au combat, il est pas détruit. C'est pas mal hein, comme effet de protection. Il y a un autre archétype qui a ça, et c'est broken. C'est White Forest dernièrement. C'est vraiment pas mal. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière. Ajoute, cible une carte Crystron dans ton cimetière, tu l'invoques spécialement. Donc c'est un Reborn plus une tuto à l'activation, sachant que tu peux la détruire pour mettre en place tes effets de carte Crystron. Donc en gros, tu vas utiliser deux effets le même tour. Et l'effet de protection, de temps à autre, il peut servir. Ok. Ensuite, Tristaros. Tristaros, c'est pas... En fait, c'est pas une carte qui génère vraiment. Enfin, si elle fait partie des loops, donc on va quand même en parler tout de suite. L'effet qui génère, c'est tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, détruire un monstre synchro que tu contrôles, et si tu le fais, t'invoques spécialement deux Crystron de ton deck. Mais après, tu peux plus Spatial Summon sauf des machines de l'extra deck. Ok. Il y en a qui te lock en synchro tuner, enfin en synchro machine. Il y en a qui te lock seulement en machine. Lui, il te lock en machine. L'objectif, ça va être d'aller mettre le Cyber Dragon on board grâce à lui. Parce que tu vas aller détruire une synchro, invoquer deux niveaux 5, et les deux niveaux 5 bah, vont pouvoir faire Nova puis Infinity. Sinon, il a un effet on-board qui va être, on va dire, en réaction à un effet adverse. Quand l'adversaire active un effet ou une carte, Quick Effect, tu peux spécial summon un Crystron de ton deck et après tu fais une synchro summon en utilisant des monstres que tu contrôles qui incluent ce monstre-là. Donc en gros, ça va te faire une Quick Synchro. Ça peut aller faire des trucs comme Dragster. Je crois que c'est le plus fait pendant le tour adverse quand même. Est-ce qu'il y a d'autres synchros qui font pendant le tour adverse hormis les Crystrons? Franchement. Est-ce que c'est une machine que ça doit faire? Ouais, un machine synchro monster. Peut-être il y a Satellite Warrior. Après, il y a moyen Satellite Warrior, c'est un warrior en vrai. Ouais, c'est un warrior, merde. Dragster FA. Ouais, ça c'est la première carte que j'ai mise là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont faites grâce à l'effet de Tristaros? Dites-moi. Agoita. Agoita? C'est quoi ça? Ah! Lui, il fait quoi lui? Blablabla, blablabla. Mais, mais il fait rien. Contre Ryzil. Ah, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez sacrifier cette carte. Increase le niveau de tous les monstres que l'adversaire. Je sais pas pourquoi je suis fatigué, les gars, je bégaye aujourd'hui. Donc désolé.
Je vais peut-être galérer avec mes mots. Durant le tour de chaque joueur, tu peux attribuer cette carte. Augmente le niveau de tous les monstres contrôlés sur le terrain par 1 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est pas mal ça, c'est vrai contre Aizil. Ça peut servir. Si cette carte est dans ton cimetière et que tu contrôles un Speedrun Tuner, ok, donc ça sera un effet qui sera pas trop représenté, mais effectivement, c'est une option ça. Au début, ça jouait Blue Navy, mais les gens se sont rendus compte que c'était naze. C'est quoi Blue Navy? Oula, Blue Navy. Ah. C'est comme ça que c'est écrit, Blue Navy? Je sais pas si c'est encore joué dans le format. Moi, je les ai beaucoup vus aller sur Dragster ou sinon les Crystron de l'archétype. Vermillon, non. Bah, pendant le tour adverse, ça a pas d'effet Vermillon, donc je pense pas. C'est plus pendant ton tour à toi. Merci beaucoup, Dimituz. Cette LCDF est pour toi, si je le gagne pas. Je nous le souhaite à nous deux. Je nous le souhaite à nous deux. Salut, Jastic. Pas pendant le tour adverse, mais tu peux faire Samurai Destroyer pour jouer autour de Nib. C'est vrai que Samurai Destroyer. Alors attends, il est où? C'est une carte qui est jouée dans leur deck pour le coup. Il dit si cette carte face recto livre le terrain à cause d'une carte, adverse, à cause d'un effet de carte adverse, pardon, tu peux cibler une machine dans ton cimetière, tu le réinvoques. Ça c'est pas mal ça. Ouais, du coup, ouais, donc on a l'effet de génération de Tristaros, l'effet d'interruption, on va dire, de Tristaros. Derrière, dans les cartes qui génèrent toujours, on va prendre en compte Sulfador, qui dit, si elle est dans le main ou dans le cimetière, tu targetes une carte Crystron que tu contrôles, tu la détruis, et puis tu spé cette carte. Après, t'es lock en extra deck machine. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux envoyer max 2 cartes Crystron avec des noms différents de ton deck au grave. Donc elle se summon de la main ou du graveyard en pétant une carte Crystron, elle te lock en machine, mais après, elle flige 2 à la summon. Ça, c'est vraiment broken, puisqu'ils ont tous des effets au cimetière, évidemment. Ensuite, à Sulfonir. Lui, c'est seulement de... Ah non, c'est de la main ou du cimetière aussi. Si cette carte est dans ta main ou ton cimetière, tu peux discard une carte Crystron, tu l'invoques spécialement, puis tu détruis une carte que tu contrôles. Et ensuite, elle dit, elle peut se détruire elle-même, et elle dit, si elle est détruite, au combat ou par effet de carte, tu peux spécial summon un Crystron depuis ton deck en position de défense. Donc en gros, souvent ce qui arrive, c'est que tu vas le pitch avec Sulfador, puis tu vas faire son effet, tu vas cost un de ta main, tu vas le respect, le détruire lui-même pour spé un du deck et accéder à un nouveau nom. Euh, voilà, en règle générale, c'est ça que je vois être fait. Lui, il va te donner, il va te permettre de spé de la main, il me semble. Ou alors il tuto, je me rappelle plus. C'est son effet du graveyard qui est intéressant. Tu peux bannir cette carte de ton cimetière, ajoute un monstre Crystron de ton deck à ta main. Voilà, tu peux utiliser qu'un seul des deux effets par tour. Et il a un effet on board sinon qui est dit tu peux target une carte face recto que tu contrôles. Ça te lock en machine synchro de l'extra deck. Tu détruis la carte et si tu le fais, tu invoques spécialement un Crystron Tuner de ton deck. Bon, ça, je pense que ça et ça, c'est le même effet on board. Oui. Donc l'effet on board, c'est le même. Et les deux, c'est qu'un seul des deux effets que tu peux faire par tour. Donne-moi une seconde, je vais juste couper mon Discord, sinon vous allez vous prendre des notifications toutes les 2 secondes. Hop. Et on est bon. Voilà. Donc ça, les deux effets on-board sont les mêmes. Lui, par contre, c'est Special Summon 1 de ta main au lieu de tuto 1. Donc lui, c'est tuto 1, lui, c'est Special Summon 1 de la main. Je sais pas si les deux sont joués dans tous les builds, ou peut-être que vous savez. Mais en tout cas, les deux sont théoriquement jouables. Vraiment théoriquement jouables. Mhm. Ensuite, on a Crystron Citri. Ça, c'est un peu une interruption à la manière de Tristaros, sans le côté développement. Je ne crois pas qu'elle développe quoi que ce soit. Elle dit durant la main phase ou la battle phase adverse, tu peux target un non-tuner dans ton cimetière, tu l'invoques spécialement, il a ses effets annulés. Et si tu le fais, immédiatement après que cet effet se résout, tu synchro summon à la manière d'une IP pour invoquer un monstre machine synchro de ton extra deck et les matériels sont bannis au lieu d'être envoyés au cimetière. Donc en théorie, tu peux finir sur des boards où tu as deux manières de faire des synchro summons pendant le tour adverse. Cyber Infinity, il est souvent sur les terrains. Et tu tuto évidemment Cluster, qui, pour ceux qui ne savent pas, a un effet continu. Il dit que les cartes cristaux que tu contrôles ne peuvent pas être bannies par des effets de cartes. Et elle a un effet à activer. Tu peux target une carte sur le terrain, ou si tu contrôles un synchro Crystron 2 à la place de 1. Tu shuffles une carte Crystron de ton graveyard ou de tes bannis dans ton deck, et si tu le fais, tu détruis les cartes ciblées. Donc c'est une manière d'interrompre qui est vraiment très très fort dans le format, parce que PT2, on a vu qu'en ce moment, beaucoup d'archétypes qui avaient qui réussissaient quand même à s'imposer dans le format, le faisaient aussi par la gestion de board, plus que par les effects Veiler-like, on va dire.
sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une époque où les interruptions, c'était souvent des monstres qui genre annulaient les effets d'un autre monstre. Par exemple, à l'époque de Branded Sword Soul, t'avais Chichao, t'avais Predaplant machin. Donc il y avait des moments où dans le jeu où en fait souvent quand tu générais des monstres, c'était soit des Omni Negate, soit des Negate de monstres en ciblant. Aujourd'hui, je trouve que les archétypes, ils ont de moins en moins ces Omni-Negate accessibles. À la place, ils ont peut-être un peu plus d'interruptions, mais ça va être des interruptions qui vont avoir comme but de gérer le board de manière assez saine. C'est très très fort, mais on va dire qu'il y a toujours du coup des manières d'un peu mieux jouer autour. Donc bon, c'est du bon card design, je trouve, overall. Évidemment, Crestron, là où il abuse, c'est qu'il profite d'Omni-Negate en plus, et c'est surtout là qu'il va y avoir un problème. Parce que là, on vous a parlé d'effets comme des IP, on va dire, qui peuvent être menacés par la battle phase, etc. Donc c'est bien, t'interagis avec, mais... Ou alors de destruction qui cible, donc bon, ça va, on va dire. Mais on a aussi parlé d'Omni-Negate comme Infinity, de Negate de magie ou piège comme Dragster. Donc bon, et c'est pas que du positif. Ça joue les Horus parce que ça met des body 8 et que derrière ça se sert de Vampire pour essayer d'accéder à son archétype Crystron, j'imagine. Et en termes d'extra deck, la step qui va générer, c'est El Skeletus. Elle a un effet de boost de stats, on va dire, via le debuff des monstres adverses. Et elle dit sinon, tu peux utiliser chacun des effets une fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, tu ajoutes une carte Crystron de ton graveyard ou de tes bannis à ta main. Donc tu récupères un. Et si cette carte invoquée par synchro est détruite au combat ou par effet de carte, tu vas pouvoir spécial summon un Crystron de ton graveyard ou de tes bannis. On se rappelle que Tristaros, il peut péter une synchro de l'archétype pour aller spé 2 du deck. Et du coup, dans ce cas-là, boum, ton Elskeletus en plus, il va aller le respect. Donc tu peux finir très facilement avec des boards composés d'Infinity, de Tristaros et d'autres monstres Unbound. Ça joue bien autour des Charmy, vous trouvez? Je vois qu'il y en a qui me disent ça. C'est un jeu Mekaba aussi pour les gens qui voulaient Nib sur Nova. Beaucoup de decklists avec au début. Ah, c'est marrant, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Le violet 100%, le vert beaucoup l'ont enlevé, mais je crois qu'il permet des loops pas possibles autrement. Je pense que le vert, il est peu joué parce que déjà que, on va dire, en fait, c'est pas une carte qui génère tant que ça, c'est une carte qui est disponible pour certaines loops, où tu as beaucoup de ressources en rotation, pour sortir des cristaux de ta main, etc. C'est du ceiling. Le truc, c'est que pour ça, il faut aller jouer une liste à la Santoli avec des breakers, je pense. Sinon, tu as besoin que ton deck il pioche plus de non-engine, donc tu vas aller essayer d'en trouver, et donc tu vas aller cut des options de jeu, probablement. Donc ouais, à ce niveau-là, on est sur un archétype qui a quand même pas mal d'Ardent Spartan, qui est capable d'aller setup des interruptions sans forcément utiliser son extra deck. Donc à ce niveau-là, pour les Charmy, c'est pas mal. Ça peut jouer du cimetière ou de la main et quand même orienté d'un des deux. Je dirais qu'en fait, il se prend tous les Charmy, mais aucun catastrophiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si tu te fais Mules, tu vas probablement donner 2 ou 3 draws. Si tu te fais Purelia, tu vas probablement donner entre une et 2 ou 3 draws. Si tu te fais Fuva, pareil. Mais dans aucun cas, tu vas devoir arrêter ton tour à 100% parce que tu auras trop peur de ou quoi, tu vois. Tu vas quand même être capable de mettre en rotation un bon nombre d'interruptions et tout. Comment est-ce que le deck il est revenu dans le format? Moi, je pense qu'il a toujours un peu été. Je crois que c'est depuis déjà le début de l'année, donc un truc comme février, je dirais, où les supports est sorti. Depuis que le support est sorti, le deck il a été pris en main par pas mal de gens. Moi, je sais que lorsque j'allais en Régio en Allemagne, c'était un deck qui était relativement représenté juste après la sortie de son support. Mais surtout, récemment, il a été bien mis en avant par Santoli lors du YCS Providence. Et là, je vais vous sortir la liste, avec laquelle il a fait top 8, il me semble. Et alors, je suis pas du tout étonné que le deck puisse atteindre un top 8. Je pense que c'est justement bien d'aller changer un peu la manière dont les gens conçoivent Yu-Gi-Oh! Qui est que tu es obligé d'aller jouer un certain type de deck pour gagner, c'est pas, ou enfin pour faire des bons résultats. C'est pas du tout vrai. Alors, je conseille à personne de pick Crystron si il a toutes les options du monde et que son objectif c'est de gagner un event évidemment. Mais je dirais que si au global, si vous cherchez un deck qui est capable de se débrouiller dans le format, qui est peut-être plus accessible, on va dire en dehors des non-engine joués dans le deck,
et qui, on va dire, te donne un edge sur le fait que ton adversaire sache pas trop ce que tu es en train de faire. Bien sûr, ça vient avec un contre-coup, c'est qu'il y a peu de gens qui vont pouvoir être capables de t'aider sur le deck, puisque bah, le deck il est moins connu, il y a moins de création de contenu dessus, il y a moins de loops disponibles, il y a moins de tout ça. Je pense que Crystron, c'est l'un de ces decks-là où au CDF, on en verra sur un top 64 quelque chose comme 2 ou 3 sans que ce soit une honte, ou au minimum un quoi. Au minimum un. Si vous allez avec au CDF avec Crystron et que vous jouez très bien, franchement, vous avez des chances. Par contre, ça prend une balle perdue avec Lancea qui est destiné à Malice. Il y a beaucoup d'effets qui bannissent du Grave, mais c'est pas obligatoire parce que tu as toute une partie de ton deck qui va jouer sans la zone bannie. C'est Sulfador et Sulfefnir. Et en gros, ça va être même sous Lancea, tu vas être capable de mettre en place deux niveaux 5 et d'aller sur Infinity quasiment tout le temps. Donc ça te permet quand même d'avoir un plan parce que sous Lancea, mettre une Omni Negate, c'est vraiment pas dégueulasse. Et je pense que si le deck était jouable avec des breakers comme ça et des Charmy, c'est qu'il a quand même des plans convenables sous Lancea. On voit ici qu'il joue des Horus aussi, donc il est capable d'aller générer d'autres types d'interruptions, notamment une negate de monstre là avec numéro 90. Donc il me semble qu'il y a une game où il est sous Lancea, ou alors il est sous Droll ou un truc comme ça, et il se débrouille vraiment pas mal dans la game. Santoli, on pourrait regarder un peu de gameplay un peu après. En vrai, je trouve le deck plutôt ok, mais je comprends pas du tout en quoi c'est un bon pick. J'ai l'impression que c'est de jouer Malice en moins fort et stable et qu'il y a un match-up horrible face à Ryzeal. Alors déjà, je vois pas pourquoi est-ce que le deck il aurait un match-up horrible face à Ryzeal. Au contraire, je trouve que le deck il a un super match-up face à Ryzeal. Si on parle de Ryzeal Mitsu là, j'imagine. Euh, Je pense que il utilise vraiment bien les breakers et les charmy, donc c'est une force parce que détonateur passe, c'est pas un énorme problème pour le deck, hormis si je me trompe. En tout cas, t'as des outs évidentes. Faut juste voir si Super Poly est une out et si oui, comment, parce que j'avoue que je vois pas bien. Mais en théorie, c'est pas obligé d'être Super Poly. Ici, ça peut être un autre breaker qui serait une out comme Ultimate Slayer, tu vois. Il peut jouer aussi le monstre numéro qui remplace l'effet de monstre par toi et l'adversaire pioche un. Ouais, c'est vrai qu'il peut, mais bon, je suis pas sûr que ce soit facilement mettable en place. En tout cas, je l'ai pas vu dans beaucoup de listes. Dès qu'il est facile à jouer, plus l'engine coûte 20 balles, c'est cool. Ouais, voilà, typiquement, et ça va être, on va dire, certains des points forts de Crystron. Mais même en dehors de son accessibilité, moi je dirais que c'est un deck qui a quand même de la gueule. Aujourd'hui, dans le chat, il y a probablement pas mal de gens qui vont faire le CDF. Et pour la plupart, si vous les mettez face à Crystron, ils n'ont pas la même connaissance du match-up que si vous les mettez versus Malice. Et pour un différentiel de niveau entre Crystron et Malice qui est, on va dire, peut-être qui est là, mais en vrai pas de ouf, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, dans Yu-Gi-Oh!, la différence entre les archétypes, c'est pas tant que ça leur puissance, c'est plus leur, on va dire, leur capacité à aller jouer un certain nombre de non-engine. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va pêcher dans Crystron. C'est soit tu vas jouer beaucoup non-engine, mais tu vas avoir un deck avec des problématiques euh, au niveau de comment tu essaies de développer et tout. Genre soit sensible, soit peu stable, soit bref. Soit tu vas essayer d'aller jouer peu non-engine, et dans ce cas-là, tu es obligé d'aller commit sur des non-engine qui ont beaucoup d'impact. Et après, dans Yu-Gi-Oh!, évidemment, c'est assez spécial, mais c'est vrai que maintenant, 15 non-engine, on aurait tendance à dire que c'est peu. Alors que il y a encore une certaine époque, c'était incroyable d'avoir 15 non-engine. Plutôt avec Terror Top Laurent 3. Ouais, ouais, probablement plutôt avec Terror Top Laurent 3. Ça va, Cartana? Et donc du coup, ouais, donc voilà à peu près du coup pour comment est-ce que l'archétype fonctionne. Au niveau des fins de board, il a du coup les options d'aller faire des quick synchro avec Tristaros ou avec Citri. Donc c'est souvent du machine, donc il va aller jouer du machine. Mais il joue aussi des options comme l'Ice Jade, qui va aller rendre tes monstres indestructibles, slash imbannissables. Et après elle peut revenir. En gros c'est pas mal face versus Malice, vraiment pour essayer de faire un board qui est sticky, que l'adversaire puisse pas vraiment te tuer, etc. Sinon, pendant le tour adverse, souvent ça va être Dragster ou alors Quarion Drax. Lui, il va aller détruire des monstres. C'est bannir ou détruire? Il va aller bannir des monstres adverses en fonction du nombre de non-tuneurs, je crois que c'est. Non, de synchro materials utilisés pour la synchro semaine de la carte. Et après, quand elle est détruite, elle a un effet. T'as même une synchro Crystron. C'est le Phoenix, il me semble. Donc, c'est lui. Ah, j'ai pas sauvegardé, j'ai envie de me tirer une balle. Il y a un Crystron rouge
qui fait genre plumeau. Un truc comme ça. Gab, tu penses quoi de la version cash? Moi, j'aurais tendance à dire que les cash Tira dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, ils sont vraiment pas terribles. Parce que les archétypes font beaucoup de choses. Et que je pense que t'as pas la place d'aller jouer des cartes qui sont pas de l'engine, pas de la non-engine. Dans un deck comme Crystron, où tu joues des breakers, où tu vas essayer d'aller retrouver de l'engine ailleurs, c'est vrai que t'as l'option. Dans ce cas-là, il y a les Horus qui existent aussi. Et visiblement, un mec qui s'y connaît comme Santoli a privilégié les Horus, c'est probablement pas pour rien. Donc j'aurais tendance à jouer les Horus et pas les Crystron, mais peut-être que je me trompe. Et pas les Cash, mais peut-être que je me trompe. Je joue l'Ablika, j'ai beaucoup plus peur de Crystron que de Malice contre qui j'arrive à gagner. N'en déplaise à ceux qui disent que Malice versus Lab c'est impossible. J'ai beaucoup de train contre, j'ai un win rate correct. Ah ouais, putain, c'est étonnant, ça m'étonne. Si tu devais lui donner une note sur la difficulté à jouer le deck et une note sur sa puissance. Si je devais donner une note, bah, faudrait un barème, parce que sinon c'est pas très équivoque. Mais par exemple, dans le format, et je recontextualise bien dans le format, je vais vous sortir un stylo. Désolé, je prends 2 secondes. Hop, voilà. Tac. Ouais, donc dans le format, si je devais donner des notes de difficulté et de pertinence, on va dire, ou de puissance, si vous voulez, on peut parler de puissance. Ah, mais j'ai d'autres couleurs sur mon stylo, les gars, je viens de me rendre compte pour la première fois de ma vie que j'ai d'autres couleurs. Mais attendez, c'est dingue. Je peux écrire en vert. Je vais écrire en vert. Vous m'avez déjà vu écrire en vert? Vous m'avez jamais vu écrire en vert, les gars. C'est du jamais vu, là. Mais wesh, j'ai toujours eu ça? Merci beaucoup, une secure carte. Donc ouais, si je devais dire, par exemple, en commençant par le plus représenté probablement, Mitsura Isil, je dirais que... Wesh, j'ai pas mes habitudes avec le stylo vert. Que Mitsura Isil, euh, en puissance, pertinence dans le format, je lui donnerais un truc comme 8, je pense. Et sinon, donc 8 sur 10, hein. Et sinon, en difficulté, je lui donnerais un truc comme 5. C'est genre le deck Yu-Gi-Oh! Typique, relativement simple, prendre en main, il y a beaucoup de contenu dessus. Euh, le deck est assez puissant pour te permettre de faire des erreurs, donc je suis pas choqué par cette note-là. Ensuite, si je devais donner une note à Malice. Malice en termes de pertinence dans le format, en fait, encore une fois, ça dépend, attention, de votre situation, on va dire. Mais moi, je le trouve plus pertinent que Mitsura Isil. Je lui donne un truc comme. Après, il est pas parfait non plus. En vrai, je pourrais même lui donner la même note en vrai, hein. Ce serait pas honteux, hein. Je dirais que c'est à peu près la même chose pour moi, en termes de pertinence dans le format. Ça dépend vraiment juste de ton objectif, de à quel point est-ce que tu es bon au jeu et tout. Parce que justement, le problème, c'est que pour le coup, lui, bah, je lui donne vraiment un peu plus. Déjà, en termes de deck building, ça va être plus difficile. En termes d'approche, je lui donnerai un truc comme. Ouais, 8 aussi, hein. 8-8, je pense. C'est vraiment le deck le plus difficile du format de très loin. Crystron, du coup, en comparaison à ces deux decks-là qui sont les decks les plus représentés du format. Crystron, en termes de pertinence, franchement, je te donne un bon 6,5. Je donne un bon 6,5. Et en termes de difficulté, je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais vraiment pris en main. Comme ça, je dirais que c'est peut-être un tout petit peu plus dur que Mitsura Isil, donc je donnerais peut-être un 6, un truc comme ça. En vrai, Mitsura Isil, j'aurais pu lui donner moins en termes de difficulté, hein, franchement. J'aurais pu lui donner un truc vraiment bas, hein. 3. Et ça, en termes de difficulté, je mettrais 5. Je pense que, je pense qu'en gros, c'est plus difficile que Mitsura Isil, notamment parce que tu as moins de création de contenu dessus, tu as moins de données à aller chercher, tu vas plus devoir te préparer toi-même, etc. Mais hormis ça, franchement, niveau gameplay, je trouve pas que ce soit le deck le plus difficile à jouer non plus. Il a l'air comme les cheveux de revers psychique. C'est pour lui évidemment que t'écris jamais en vert. C'est vrai, mais j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Là, versus Crystron, c'est très dur. S'il commence par Tristaros, tu peux même pas résoudre ta set avec Arias vu qu'il invoque Dragster. Non, bah oui, évidemment. En fait, Lab, il est pas content contre les decks qui font des Omni Negate. Donc voilà. Mais ça serait intéressant que tu nous présentes ton deck après le CDF, Rask.
franchement. Il y a une explication. Attends, je lis. Pour la mono sales ban, c'est juste une question de remplir un quota de spots qui font telle ou telle chose. Je pense que c'est une question de remplir un quota de spots. Après, j'ai pas regardé la deck profile avec les explications orales, mais vous pouvez aller écouter ça, vous. C'est Santoli, c'est sur la chaîne de Santoli, du coup, j'imagine. Ouais, c'est sur sa chaîne à lui. Santoli Yu-Gi-Oh, la chaîne YouTube. Tu comptes Mitsu pur dans Mitsu Rise? Non. Non. Mais Mitsu pur est encore moins difficile pour le coup. Par contre, on va dire que c'est peut-être plus difficile à trouver un game plan ou alors comment dire? Ouais, à deck build, on va dire. Mais c'est vraiment. Mitsu en termes d'archétype n'est pas extrêmement dur, les gars. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Euh, En tout cas, en termes de prise en main. Peut-être que des fois, dans des boards, etc., t'as des tours qui peuvent être compliqués. Mais overall, sinon, je trouve pas que ce soit un deck très difficile. C'est quoi le comparatif en mode un deck que tu mettrais à 10 à jouer en difficulté? Un deck auquel je mettrais 10 en difficulté dans ma vie que j'ai joué ou alors dans ce format. Parce que dans ce format, je sais pas s'il y en a. Je pense pas. Dans ma vie, un moment où j'ai vraiment galéré, je pense que je pense que Snake Eye l'année dernière a maîtrisé. C'était l'un des decks les plus difficiles du jeu, je pense. Parce qu'il y avait trop de loops qui étaient trop techniques. C'est-à-dire que même à retenir, c'était difficile parce qu'il y avait trop d'options. Après, je parle vraiment à maîtriser les gars, hein. Je parle pas de t'apprends ton one card combo et tu sais les effets des cartes, hein. C'est pas de ça dont je parle. Sinon, Tyr Lament, Tyr Ichizu. Ouais, c'est vrai, Tyr Ichizu. C'était extrêmement difficile. Donc, en termes de technical play, en termes d'approche dans le format. Est-ce qu'après le CDF, tu vas montrer ton deck ou tu comptes le garder secret pour l'Europe? J'en sais rien du tout pour le moment. Ça dépend aussi des résultats, j'imagine. Je sais pas. Dommage, tu as dû proposer à Marin de participer au stream car il a joué Christophe pendant longtemps, à moins que tu l'aies déjà. Non, 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 non. J'ai pas proposé à Marin, c'est vrai, j'ai oublié, j'aurais pu. Pour écrire sur un écran comme ça, tu as plein d'applications. Tu peux écrire sur mon écran, sur Google. Et franchement, tu peux utiliser n'importe lequel, ça fonctionne très bien. Tu peux regarder les decks représentés dans la méta en général. Ouais, je peux faire ça, ouais. Dans ce format, je pense pas, mais. Alors, dans ce format, je pense pas. Mais Snake Eyes, c'était chaud pour moi. Les deux decks à maîtriser de ouf, c'est Snake Eyes et Tyr les plus durs. Ouais, je peux comprendre. Snake Eyes Fire King, Finsmith ou à la sortie de Poplar? À la sortie de Poplar, format CDF dernier. This economy. Really? Tu penses qu'il y aura une ban avant l'Europe? J'espère qu'il y aura une ban avant l'Europe parce que je souhaite que les tournois ne soient pas tous au même format. J'aime bien quand il y a des formats différents, à des events différents. Mais après, si c'est le même, c'est le même. Il sera de toute manière un minimum, on va dire, ouais, influé par ce qui se sera passé lors de la période des nationaux et du dernier YCS, des derniers YCS en Amérique. Mais ouais. Il y a aussi des sorties entre-temps, donc je suis pas sûr qu'il y aura une ban, mais j'aimerais bien. Il n'y a plus de place dispo pour l'Europe alors qu'on peut encore se qualifier pour. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils aient distribué les places de l'Europe avant les dernières qualifications, parce que le national, bah, en théorie, donne quand même pas mal de spots pour se qualifier. Je sais pas, ou à la tête Konami, je sais pas. Parce que même si tu mets les places très tard, ça change rien. Peut-être c'est pour que les gens puissent se préparer. Parce que si tu les mets trop tard, il y a des gens qui peuvent peut-être pas avoir leur jour de vacances, etc. Il y aura d'autres vagues pour le CDE. Ah, ok, bon, c'est cool alors à ce niveau-là. Il y a des nouvelles places open la semaine pro. Ah, bon, bah c'est bon alors. C'est bon. Nanana. Il y a peut-être un second drop. Ouais, il y aura un second drop du coup. Et du coup, le CDF, il y a eu un second drop au final, mais le problème, c'est que c'était un tout petit drop, je crois. Et je me posais la question de combien d'heures par jour tu joues à Yugi. Bah, habituellement, dans ma vie de tous les jours, je joue pas à Yugi. C'est premier degré, hein, je joue vraiment pas. Genre, je dirais que m'intéresser à Yu-Gi-Oh! Etc. dans la saison normale, s'il n'y a pas de Major Event ou quoi, ça va vraiment être
je sais pas, une fois tous les 2 ou 3 jours max, donc pas 3, 4 heures tous les 2 ou 3 jours. Je pense que c'est ça habituellement, un truc comme ça. Après, quand il y a un YCS ou quoi, j'ai envie de le faire plus, donc je m'y mets plus. Donc là, ça peut être 2, 3 heures par jour, des trucs comme ça. Et après, quand l'event arrive vraiment bientôt, il y a des fois je fais toute la journée, il y a des fois je fais machin, ça dépend. Mais je suis pas le gars qui joue beaucoup à Yu-Gi-Oh! Vraiment, vraiment, vraiment pas. Je l'ai été, mais aujourd'hui je le suis plus. Donc, et je pense que ça dépend vraiment de à quel point est-ce que tu mets en place des outils de méthodologie pour, tu vois. Il y a un peu cette vision de, ouais, Yu-Gi-Oh! Faut beaucoup, beaucoup de pratique, etc. Et c'est pas faux. Je pense qu'à un bout d'un moment dans ta vie, il faut quand même de la pratique. Mais je pense que t'as pas besoin d'en faire un truc extrêmement chronophage. Ça, c'est des choses que te vendent les gens qui réussissent en le faisant, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Mais non, tu peux largement avoir une vie où t'as pas beaucoup de temps et pratiquer du yogi et devenir de meilleur à meilleur sans avoir des millions d'heures dedans, quoi. Comment tu mets ton temps en place pour t'entraîner pour un tournoi? Bah, les gars, après, c'est des choses vraiment compliquées parce que ça va dépendre de chacun. Mais moi, je vais essayer de tranquillement me préparer en m'intéressant au format, ensuite en trouvant des problématiques, etc. Comme tu te préparais à n'importe quoi en vrai dans la vie, hein. T'as vu Distant Coder à top avec Melodius? Melodius, ouais, j'ai vu qu'il allait top avec Melodius. Je pense que c'est juste un. Ouais, voilà, c'est des petits régios comme ça. Enfin, un petit région, il y a beaucoup de joueurs, mais aux États-Unis, c'est pas. Ou au Canada d'ailleurs, je crois que c'était celui au Canada. C'est pas un truc de dingue, quoi. Mais oui. Pour une fois, j'étais dans la même tranche horaire. Sympa. T'es un chercheur en duel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Je suis un chercheur en duel. Nanana. Par exemple, là, pour le CDF, admettons, tu joues Malice, quel deck tu considères étudier et les checkpoints? Ou en jouant contre, en le jouant. Bah, imaginons que je joue Malice, bah, j'aurais étudié tous les decks du format quasiment. Après, les decks du format, pour moi, pour le CDF, c'est Mitsu Ryzil, Malice, Mitsu Pure, Mitsu Finsmith. Je pense que c'est ça les vrais decks, on va dire. Après, tu as les decks qui sont moins représentés. Tu peux passer du temps dessus ou non en fonction d'à quel point tu as du temps en dehors des 4 decks que j'ai cités juste avant. Et et ouais, moi, quand je rentre dans un event, en règle générale, je vais être capable de jouer là, bah, en l'occurrence, ils sont 4, donc les 4 decks du format. Là, aujourd'hui, j'ai encore l'option de choisir un deck ou un autre, tu vois. Donc déjà, ça va. Ça déjà, et après, c'est pas forcément en le jouant, t'as pas besoin de jouer un deck pour l'apprendre, mais tu peux jouer aussi, ouais. À un bout d'un moment, c'est important en tout cas de jouer un bout d'un moment pour essayer de prendre des, je sais que par exemple, là, moi, j'ai pas encore commencé le moment où je vais beaucoup jouer pour essayer de me créer des automatismes, etc. J'ai d'autres problèmes par rapport au CDF, on va dire, dans le format, sur lesquels je me concentre. Et à un bout d'un moment, quand je serai arrivé à une approche qui me plaît, là, je ferai peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est je ferai, mais je sais pas à quel point, mais je ferai de la pratique pour arriver au CDF prêt. Mais j'ai pas besoin de jouer 2 mois avant beaucoup de dingue, tu vois, c'est pas du tout ce que je fais en tout cas. Et je sais qu'il y en a qui pensent que c'est faux, mais vous pouvez demander aux gens qui m'entourent. Je pense que je passe moins de temps dans Yu-Gi-Oh! Que beaucoup, beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous. Euh, Ça va être le choix entre gagner le CDF ou aller au World. Tu choisis quoi? Je choisis aller au World. Tous les jours. Est-ce que pour connaître le format, tu te forces à connaître tous les decks du format ou tu t'y intéresses naturellement? Je me force pas, mais j'essaie de m'intéresser à tous les decks du format parce que c'est l'objectif. Mais je me force pas, c'est pas un truc genre, je sais pas. En fait, le problème, c'est qu'il y en a, ils fonctionnent vraiment par coup de cœur. Ça veut dire qu'en gros, au lieu de s'intéresser à Yu-Gi-Oh!, ils s'intéressent à un deck. Et là, les gars, vous jouez pas à Yu-Gi-Oh! Là, donc si vous faites ça. Donc ouais, c'est pas le même taf, quoi. Hum. Un chercheur à l'académie comme dans GX. J'espère que dans le futur, on aura ça. Eh, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Y aura-t-il encore de Salamangreat en top CDF cette année? Non, là, c'est mort cette année, hein. À quel point tu considères ce que j'appelle decks qui peuvent te fumer, genre Mermail, Memento, White Forest? Moi, je suis pas le bon exemple là-dessus. Donc, c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je pense que c'est intéressant de s'y. Enfin, c'est vraiment important de s'y intéresser. Après, moi, je suis quelqu'un qui joue en règle générale toute l'année. Dans le sens où je vais faire des events toute l'année. Pas 10 000 par mois, hein, je vais en faire un par mois à peu près. Parfois deux.
Et donc, et en fait, j'ai pas ces moments que vous avez des fois, je pense, pour certains, où genre je vais pas du tout jouer au jeu. J'ai pas ce truc-là, tu vois. Où genre je vais ne pas m'intéresser au jeu pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça m'arrive pas. Du coup, les choses, je les vois arriver et j'ai le temps de m'y habituer sans forcément faire un point dessus. Donc, par exemple, Crystron, le peu d'informations que j'ai sur Crystron là, je m'y suis pas particulièrement intéressé. C'est juste que c'est venu à moi, tu vois, petit à petit. Mais il y a un bout d'un moment, avant le CDF, je ferai un point sur ces decks-là, mais je veux pas genre me la tuer sur ces decks-là. Hormis si un bout d'un moment, dans ma prépa, ces decks-là devenaient une option. Voilà. Mais j'ai pas besoin de m'intéresser à un deck à 100% pour savoir si c'est une option ou pas. Il y a des fois, très vite, tu le vois que c'est pas pertinent. Gab, c'est le Docteur Crawler, je le prends très mal. Nananananana. J'ai failli sortir Marine 16, mais c'est encore plus nul que Salamangreat. Et j'ai un peu mieux, ouais. Déjà un peu mieux, ouais. Ok, bon. Donc voilà à peu près les deux trois questions auxquelles je peux répondre, ça fait plaisir. Hop. Ouais, donc du coup, on voit que sinon en termes de non-engine, sa stratégie, du coup, c'était vraiment les Charmy d'un côté, les Breakers de l'autre, et après profiter du fait que l'adversaire ne sait pas vraiment jouer contre l'archétype pour s'en sortir. C'est pas rien de faire un top 8 à un YCS, même si c'est un YCS NA, début de format, donc bon, on va dire que c'est quand même c'est un contexte qui est plus simple que ce qu'on peut connaître ailleurs, mais c'est vraiment pas négligeable et ça témoigne que le deck est capable de faire vraiment des choses. Je pense que sa force en tant que deck moins représenté, c'est de pas être ciblé, parce qu'il y en a des cartes qui pourraient tuer le deck. Même si en théorie, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il prend des balles perdues via Lancea, via Droll. Moi, je trouve que le deck, il se débrouille quand même pas mal face à ces cartes-là. Je trouve qu'en fait, voilà, il a pas. C'est vrai que c'est des cartes qui ont un effet contre lui, mais c'est loin d'être des pass turns. C'est vraiment très loin d'être des pass turns. Et à partir du moment où tu rentres dans un grind avec ce deck-ci, si tu ne meurs pas, t'as un tour d'après qui est vraiment exceptionnel. Et t'as pas mal de toolbox dès le main deck. Donc moi j'aurais tendance à dire justement que le deck profite du fait de ne pas avoir d'énormes faiblesses dans le format et d'être méconnu. Dans l'extra deck, t'as pas mal de toolbox aussi, donc c'est pas mal. Et après, au niveau du side, il reste dans la même approche avec des cartes. Oula, wesh. Avec des cartes super puissantes. Wesh, mais pourquoi mon stylo il fait un coup un très fin, un coup pas un très fin? Avec des cartes très puissantes comme celle-là, hop. Il essaie pas d'aller cumuler des non-engine ou en tout cas cumuler des entraps. Il veut vraiment essayer d'en résoudre une vraiment puissante et derrière d'aller avec son engine et des breakers battre le board adverse. Donc là, il en rajoute un petit peu des breakers ou des semi-breakers, on va dire. Et c'est marrant qu'il joue une seule Black Goat. Il y a une raison à ça, les gars? Il y a un truc que j'ai. Il joue pas Black Goat? Non. Pourquoi il joue qu'une seule Black Goat, les gars? C'est vrai qu'il y a pas mal de manières de discard des cartes parce que t'as Sulfeufnir, pardon, qui le fait. T'as quoi d'autre qui discard une carte? T'as que Sulfeufnir? Ah bah du coup t'as les Horus. Donc t'as Imseti, t'as le sarcophage. Peut-être que c'est pour ça. Mais il a pas de manière de la mettre au greffe facilement. Mon but c'est de dodge tous les cristaux de la salle grâce au malware que j'ai foutu dans l'algorithme dans l'algorithme de logiciel de distribution des runes. Bien vu, franchement bien vu. Bien vu, bien vu. C'est vrai qu'il y a Droplet aussi qui l'a fait au grave. Ah, Sulfeufnir, c'est que les cartes Cristron que ça défausse? My bad. My bad, my bad. Avec Vampire, si tu la touches, t'as une interaction en plus. C'est vrai qu'avec Vampire, si tu la touches, t'as une interaction en plus. Mais c'est étonnant que ce soit une one-off dans son deck. C'est vraiment étonnant, parce que c'est vrai qu'il a pas mal de manières de la foutre au graveyard, que ce soit les cartes Taurus du coup ou Droplet. Euh, et en first, avec le Vampire, tu peux la toucher aussi. Moi, j'aurais bien vu être joué en plus d'exemplaires, la carte dans le deck, il a l'air incroyable. Superpo par extension, c'est vrai. Après, quand tu as Superpo, je pense que. Ouais, en vrai, c'est toujours un plus. Franchement, cette carte-là, moi, je l'avais bien être joué en plus d'exemplaires dans son side. Je sais pas pourquoi est-ce que c'était seulement une one-of. Enfin, peu importe. Et du coup, bah ouais, voilà un peu pour Crystron dans les grandes lignes. On va essayer de regarder un peu de gameplay pour voir deux, trois trucs. Peut-être si vous avez une vidéo où il y a une loop, juste vraiment une ou deux loops simples, c'est pas du tout comme ça qu'on apprend à jouer un deck, mais juste pour voir les cartes en action avant de regarder un duel, ça serait pas mal.
si vous avez ça. Je me doute que l'un d'entre vous qui a joué Crestron a probablement une vidéo sous la main. Purely vraiment HS dans ce format pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire par HS? Genre nul, genre? Ouais, Purely, je pense que c'est pas très bon. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit nul, Purely, mais juste. En fait, c'est des decks comme Branded, comme Purely, comme. On avait fait une tier list avant-hier, et il y avait plein d'archétypes que j'ai mis dans cette case, où en fait, c'est pas qu'ils sont trop mauvais pour être joués dans le format, c'est juste qu'ils ne sont pas du tout mis en avant, et du coup, personne ne les pique, quoi. Mais en vrai, c'est des decks qui s'entendent, mais juste, ils seraient probablement moins bons que ceux donc, qu'on a cités avant, quoi. Purely, il rentre dans cette case-là, c'est totalement jouable, c'est juste faible. Merci beaucoup, enfin bonjour QQ Krabi. Salut mon gars. Les fameux vestiges du passé, ouais c'est ça, c'est ça. Ouais, il les a appelés comme ça effectivement. Look de base par Yacine sur la chaîne Team Sam. Ok merci, on va regarder ça. On va regarder ça rapidement. Hop. Donc, hop. Truc assez simple, hein. Voilà. On va même pas mettre le son, ça ne sert à rien pour le coup. On va juste regarder la loupe être essayer de comprendre un petit peu comment les cartes interagissent avec les unes avec les autres, en sachant que le but, c'est pas forcément de tout savoir par cœur, c'est vraiment juste de les voir en œuvre pour derrière pouvoir regarder un duel sans trop se prendre la tête. Donc il start avec inclusion, inclusion va aller tuto 1 et tuto sulfador. Sulfador, elle pète inclusion, elle se spé, derrière il va pouvoir foolish 2. Il foolish le Smiger et le violet tuto Tristaros, et le Smiger va aller tuto la piège vu qu'il est déjà passé par inclusion. Sinon, j'imagine que dans certaines loupes, le Smiger peut être un starter en allant chercher inclusion, qui va chercher lui-même Sulfador, etc. Il va norme le Tristaros, il va pouvoir accéder à sa synchro, puisque Tristaros c'est un tuner. Il va reprendre le violet du banni avec l'effet à la semaine de la synchro, et derrière Tristaros va péter le Squeletus, semaine 2 du deck. C'est comme ça que tu accèdes à ton Sulfenir. La synchro, lorsqu'elle est pétée, on se rappelle, elle respect 1, soit je crois que c'était du grave ou des bannis. Respect le Tristaros, t'accèdes à un Dragster, et derrière Sulfenir discard la carte que tu avais repris avec Squeletus, et tu vas pouvoir aller sur Infinity probablement. Ah oui, oui, c'est vrai que Sulfenir se détruit lui-même, donc là il va accéder à un autre 5, j'imagine. Voilà. Et derrière, hop, tu vas pouvoir faire ton Infinity. Et donc voilà le genre de board que ça fait. En sachant que des fois, ça a en plus des Tristaros ou. Bah voilà, typiquement ici, effectivement, il y a la magie qui peut respect. Et du coup, tu as Tristaros en plus on board qui va être capable de faire des synchros pendant le tour adverse. C'est un moyen d'esquiver Nib. Bah en fait, tu as pas mal de loops où tu mets d'abord Infinity en place. euh, et derrière, tu fais les autres steps. Donc en théorie, ça a pas mal de moyens d'esquiver Infinity. Je sais pas si cette loupe-là, je sais pas à quel point cette loupe-là spécifiquement, elle est nip-proof ou elle peut être faite différemment pour devenir nip-proof. Mais overall, le deck, je dirais pas que c'est un deck qui craint Nib. Je dirais que, effectivement, de manière naturelle, le deck de temps à autre va rentrer dans Nib. Donc il faut essayer de faire attention, mais c'est tout quoi. Abuse pas, Erask. T'as aussi la mode du moment qui fait qu'un deck est joué ou non. Bah oui, totalement. Totalement. En vrai, les boards comme ça font peur, mais la loupe qui fait tout ne joue vraiment pas autour de Nib. Ouais, ouais, le deck, il a des. Moi, je dirais que la force principale du deck, c'est vraiment le fait qu'il soit méconnu et sa capacité à rentrer dans des boards avec Tristaros qui va, si l'adversaire tente d'interagir avec toi, se menant du deck faire une synchro, etc. Et donc là, tu vois, c'est quand même un gros board, hein, parce que bah, Infinity, Dragster, Tristaros Cluster, avec seulement une carte, c'est pas rien. Bon, après, il y a d'autres loups. On va pas les regarder là tout de suite. Le but, c'était vraiment d'essayer de voir les cartes être jouées. On va regarder un des futurs matchs de Santoli pour voir le deck en œuvre. Hmm. Il avait qu'un seul feature match Santoli ou il en avait plusieurs? Je sais qu'il y a le match contre Charlie où il perd. Mais je me demande s'il y en a un autre. Ce serait fou de, de le faire passer qu'une seule fois alors qu'il joue Cristron en top cut, non? J'essaye de retrouver le match. Dites-moi en attendant si vous savez s'il a d'autres matchs que celui contre Charlie. Alors, j'ai retrouvé le match.
Il y a un backup, je crois. Ok, si pendant qu'on regarde le match contre Charlie, tu peux regarder si tu le trouves, franchement, ce serait super, Gosuto, s'il te plaît. Ça fait overall infinite après la cinquième, mais vu que tu mets un Tristaros en rotation, tu joues sous Nîmes. Ouais, c'est vrai, puisque si tu te prends Nîmes, tu chaînes Tristaros, t'invoques le samouraï, et du coup, le samouraï, quand il se fait Nîmes, il va reborn la machine, et donc tu t'en sors au final. C'est souvent comme ça, je crois que ça joue autant Nîmes. Ok. Là, il y a un feature principal, et à ce qui paraît, il a un feature en backup où on le voit un peu jouer. Donc déjà, Santoli, quel goat, regardez, évidemment. Évidemment, hein, donc... Qu'est-ce que tu veux faire contre un mec qui te fait ça lors de sa présentation? Y a rien à dire. Bon, après, quand tu perds après avoir fait ça, c'est moins stylé, mais... Est-ce que tu penses que pour le top cut du CDF, c'est mieux de casser les decks chelous ou de prendre des joueurs connus? C'est une bonne question ça. Vous préfériez quoi? D'ailleurs, vous préférez quoi overall? Même pas que dans le top cut, mais bon. Moi, j'ai l'impression que c'est mieux de prendre les joueurs connus, en tout cas s'ils s'affrontent. S'ils s'affrontent pas et qu'il y a des decks bizarres, tu peux les mettre. Mais en fait, les gars, je vous avoue, vous allez peut-être pas être d'accord, je suis peut-être un peu méchant là-dessus. Mais moi, je ne suis pas pour mettre des joueurs qui sont pas très expérimentés en feature match. Parce que déjà, ils sont probablement moins bons. Donc ça fait des matchs moins intéressants. Mais en plus de ça, le feature match, c'est une zone où si tu y es en n'étant pas très expérimenté, tu vas stresser énormément. Donc ça favorise les erreurs et tout. Moi, je suis pour mettre les joueurs vraiment les plus pertinents en futur match à chaque fois, à chaque round. Le truc, c'est que je comprends que c'est pas peut-être pas ce que tout le monde veut, quoi. Mhm. Des decks chelous qui performent, ça peut être cool. Ouais, je peux comprendre. Tu vas voir perdre contre Madolche, puis que tu dis j'ai perdu la round d'après contre ABC. Mais pourquoi tu me souhaites ça? C'est fou. C'est fou. C'est quoi ce bâtard de Cartana, les gars? En plus de voir 6 games d'affilée, Mitsurise Mirror. Bah, oui et non. Parce que tu peux y avoir un Malice, il peut y avoir un Malice contre Mitsuraizi, il peut y avoir un Mitsuraizi contre Mitsuraizi, il peut y avoir Mitsu pur contre Mitsuraizi, Mitsu pur contre Malice, Mitsu Finsmith contre Malice, Mitsu. Tu vois, effectivement, c'est à chaque fois les mêmes archétypes, mais c'est pas joué dans les mêmes trucs, ça donne pas les mêmes games, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes builds. Il y a un bout d'un moment, essayez tout le temps d'aller voir genre de la différence, alors que tu regardes un tournoi Yu-Gi-Oh! Compétitif, ça n'a aucun sens. Parce que tu regardes quelque chose qui n'a pas pour but de te montrer des stratégies différentes. Tu vois. Si tu cherches de la diversité, merci pour le mot Cartana, t'as plein de concepts sur YouTube probablement qui sont mieux, qui fit mieux pour ce que tu veux regarder. Donc moi j'ai jamais compris ce truc-là où Konami essaye de satisfaire une partie de la communauté qui se trompe de contenu. Si vous êtes là pour regarder de la diversité, ne regardez pas des casts de YCS ou de CDF. Regardez autre chose, vous allez perdre votre temps. C'est pas super pertinent. Donc voilà, et je suis pas pour que Konami cède entre guillemets à cette partie-là de la commu parce que bah malheureusement ça tire le compétitif vers le bas. Pour leur voilà, je dis pas que c'est que vous devriez pas vouloir regarder ça, je dis juste que c'est bête de vouloir imposer un truc qui n'est pas fait pour un opinion quoi. J'aime juste pas les mirrors en gros. Ouais, mais ça c'est pareil. Dans l'aspect du Yu-Gi-Oh! Compétitif, que t'aimes ou que t'aimes pas les miroirs, on s'en fout quoi. C'est vraiment un truc de goût. Ok, t'aimes pas les miroirs. Et alors, tu vois ce que j'ai envie de dire? Genre, c'est vraiment pas ça Yu-Gi-Oh! Malheureusement, pour toi, tu vois. Peut-être aussi que ça vient du fait que tu t'y intéresses pas assez. En fait, on n'est pas dans l'animé en fait. On n'est pas dans le dessin animé. C'est-à-dire que c'est pas chacun joue son deck et voilà. Mais je peux comprendre. Mais j'avoue que du coup, ça n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh! Compétitif quoi. Et le meilleur match, en l'occurrence, c'est vrai qu'en règle générale, c'est vraiment intéressant. Sur l'aspect Yu-Gi-Oh! Compétitif. Moi, sur l'aspect peut-être divertissement pur. Mais je comprends le tien aussi, altériste, hein. C'est juste deux avis différents, mais les deux se respectent, hein. Alors, du coup, tac, tac, tac. On avait déjà regardé la partie une fois, mais on l'avait pas regardé vraiment du point de vue du Crystron. On l'avait regardé du point de vue neutre, on va dire. Quand tu regardes du point de vue du Crystron, c'est différent.
Ici, Santoli, il tente d'activer son Purulia. Il s'est pris une hache et je crois qu'il s'est fait full loop, puis qu'il a tenté de jouer dedans et qu'il n'a pas réussi. Donc on va avancer. C'était pas une game très intéressante celle-là. C'est pour ça que j'espère que Gozelu, il va nous trouver. Gozuto, pardon. J'ai fait un mélange de ton pseudo et d'un joueur de foot. Il va nous trouver le backup. J'ai trouvé le backup de Santoli Day 2 à 3,52. On a que la fin du match. Merci beaucoup. Merci Gozuto. On va juste regarder comment est-ce qu'il essaie de passer dans le board parce que même si là, je pense que c'est pas son but d'aller affronter le board complet, il joue des Fuva et des Puria, c'est pour essayer de les résoudre évidemment. Euh, mais dans l'idée, habituellement quand même, son archétype est censé essayer de break des boards. Donc j'aurais tendance à dire. Et puis il a pris Droll aussi. Peut-être que s'il prenait pas Droll, il aurait vraiment tenté de remonter le board à 100%. Mais juste voir avec quel step il commence, ça peut déjà nous donner des indications sur comment est-ce qu'il joue son deck. C'est pour ça qu'on va essayer de regarder quand même. Ça termine sur Twin Deto, côté de Charlie. Il y a le Dragublion, donc j'imagine qu'il est passé par le Dragublion pour accéder à ses Ryzil. Ça start Foolish Burial. Ça envoie le violet qui va pouvoir les tuto un monstre. Ok, donc ça c'est des steps où c'est difficile pour l'adversaire d'interagir avec parce que Steven à ce moment-là il a encore beaucoup de cartes en main. Donc il est capable en théorie de... Et là il y a Droll qui tombe et après ça Steven il va scoop. Et ce qui est marrant c'est que tu vois, Charlie par exemple ici, je suis même pas sûr qu'il a attendu que Steven lui demande s'il a quelque chose en réseau. Alors que Steven il joue Super Poly et Droplet. Et Super Poly et Droplet c'est deux cartes qui vont être intéressantes dans un aspect de break, de board break, non pas parce qu'elles ont un super effet, mais évidemment, hein, elles ont un super effet. Mais surtout parce qu'elles vont te permettre de dodge Droll dans des timings. Typiquement ici, Droll c'est pas un trigger effect, c'est un quick effect. Donc en fait, en résolution de la chaîne, et tuto 1, la priorité, elle est chez Steven de quick effect. Donc ça veut dire que si lui il a une droplet ou une super poly, il peut dire en réseau, avant que Charlie active son Droll, hop, j'active super poly. Ou j'active droplet, j'envoie un monstre. Et du coup, Charlie derrière, bah, il peut pas chaîner Droll. Et derrière, du coup, bah, tu délayes le timing du Droll. Et donc, tu le rends beaucoup moins efficace, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il joue Super Poly et Droplet dans son deck, et non pas d'autres breakers comme Slayer ou quoi qui pouvaient aussi s'entendre. Je pense que c'est ça, et le fait qu'il essaie d'avoir des cartes en vie game 1, enfin en vie, ouais, en vie game 1, au cas où s'il go first et qu'il se fait peut-être charmy ou stopper, bref. Et du coup, il veut des non-engine peut-être qui soient activables quand même. Du coup, tu dois attendre un nouveau timing après une tuto. Ouais, exactement. Parce que du coup, la chaîne de résolution, celle où tu peux activer Droll, bah elle s'est fait skip entre guillemets. Tu pouvais pas activer Droll dans le truc. En théorie, si Steven lui dit attends, j'avais un truc en Chaining 1, Charlie va devoir reprendre son Droll. Et il est possible que, genre, si après ça Steven call Judge, les deux prendraient en théorie warning pour miscommunication. Dans un duel normal, en feature match, je pense que Charlie prendrait warning pour miscommunication. Ouais. Ce qui n'est pas un truc de fou, hein, mais voilà. Donc il avait tuto Tristaros, donc on voit que c'est effectivement, ça fait partie de ces cartes qui vont lui aider à break un board parce que non seulement, bon, la carte est broken, dans le cimetière ce qu'elle fait c'est super, puis c'est un tuner, ça t'aide à accéder à tes synchros, blablabla. Mais en dehors de ça, une fois que tu le mets sur le board, dès que l'adversaire va interagir avec toi, tu vas pouvoir chaîner les femmes, tenter d'aller résoudre une synchro du deck, c'est très fort quoi. Non seulement tu fais une synchro, tu dodges peut-être un effet, mais en plus de ça, la synchro, bah, elle peut être forte dans le match-up et tu chopes l'accès à un nom puisque tu as un nom qui vient du deck qui va finir dans le cimetière et donc potentiellement des effets du grave derrière. Il s'appelle Tristan. Ouais, il s'appelle Tristan, ouais. Tu penses quoi de Super Poli dans le format? Je trouve la carte vraiment pas folle, mais j'en vois de plus en plus. Je trouve pas la carte vraiment pas folle, je trouve la carte vraiment très convenable, mais juste il faut un certain type de deck et voilà quoi. Pourquoi Charlie est si ému de la victoire? Je comprends pas. Attendez, j'active le son. And with Crystron inclusion, well, or to be Crystron cluster, he's not getting banished. But that draw on Lockbird is going to be the nail in the coffin for Steven. He's like, yep, unfortunately with your board, my hand cannot play through draw on Lockbird, so sadly I'm going to have to scoop it up here, and we're going to have to go to game 2. Talk about the commentator's curse, I was getting... Je sais pas pourquoi est-ce qu'il... Je sais pas ce qui lui arrive, mais bon, peu importe. Ouais, peut-être qu'il a mal joué, peut-être que, je sais pas, un peu d'acting, on va dire. Ou alors un peu de, justement, de théâtre, dans le sens... on voit des émotions, en vrai, c'est positif. C'est juste qu'en tant que joueur, je le juge pas en tant que spectateur, là. Parce qu'en tant que spectateur, c'est super, au contraire, tu veux voir les joueurs être
être, tu vois, émotifs ou montrer ce qu'ils... Enfin, révéler un peu ce qu'ils pensent, etc. dans leur posture, dans leur manière d'être, dans leur mimique. Mais le truc, c'est qu'en tant que joueur, je peux pas m'empêcher de me dire, genre, t'es en plein match, tu fais ça, genre, t'es pas dans ton match, quoi. Il a dit plus tard qu'il avait perdu un round contre Santoli, donc il était content. Ah ouais, je savais pas qu'il avait perdu un round contre Santoli. Est-ce qu'il y a le round déjà où il a pas voulu shake la main? Je sais pas du tout de quoi tu parles, pour le coup. Je crois que Santoli, il avait vraiment de quoi empêcher Droll en plus. Ah ouais? Ah ouais? Mais non. Attends, je regarde. Ça m'intéresse. Ça va, Azimax? Attends, je regarde parce que ça m'intéresse. Désolé, hein, je reviens en arrière, les gars. J'ai pas envie de laisser passer ça. Je veux voir s'il avait vraiment de quoi. Il a. Ça, c'est une droplet, 100%. Ça, c'est peut-être une super poly. Non, c'est une sacrifice burial. C'est étonnant, ouais, qu'il n'ait pas de droplet en réseau. Surtout que dans le board, ça peut s'entendre de droplet en réseau. À moins que dans le tour, Charlie, il est tuto Nib. Mais même s'il a tuto Nib, t'as envie d'aller droplet en réseau. Je veux voir si Santoli, il a vraiment communiqué le fait qu'il voulait. Le fait qu'il voulait. Qu'il faisait rien en réseau. Wyvern, actually. This card will let him search for another monster card by banishing it. Hang here. Specifically a Crystron monster. That monster. We're going to He's do doing that. it. Et Steven, enfin Santoli, c'est quelqu'un qui est très euh, genre clair sur ses phases et sur l'avancée du game state. Il va activer une carte, il va te demander si c'est bon, réseau, il va te demander si c'est bon, etc. Donc ça m'étonnerait qu'il soit passé un truc bizarre, mais So je here veux we could juste probably être get sûr. Tristaros, Smiger, just get into more of the Crystron synchro plays. Because I think I saw an inclusion already in Steven's hand. Add Christian just Well, I'm out. starting to see how he's Tu vois, là, c'est étonnant. Il lui a même pas encore dit réseau, je sais pas quoi et tout, il lui a déjà drop le drôle. managed to do so well in all these different scenarios. Because think about it, if you destroy Et Santoli Crystron, s'est peut-être they're fait avoir really en not fait opposed to that. par le fait que le drôle était dans comme ça. Crystron inclusion, well, or Je, je pense que ici, c'est pas possible que Santoli ne fasse pas sa droplet. Il doit faire sa droplet, ou alors peut-être qu'il s'est dit, s'il y a drôle, de toute manière, j'ai lose, donc je lui montre pas la droplet, nanani. Je pense qu'il savait juste pas. De quoi Santoli? Si, c'est ce genre de choses. Oui, il a peut-être eu un moment d'absence, ouais. C'est dommage. Après, peut-être aussi qu'il connaît l'une des posées et qu'il sait que quoi qu'il arrive, s'il active droplet, l'adversaire va être capable de chaîner une posée parce que c'est une piège ou une magie et qu'il veut pas enlever trop de cartes de sa main, Steven. Et que du coup, derrière, il pourra chaîner son drôle derrière parce que tu peux faire chaining 1 droplet envoie un monstre, chaining 2 une spell, chaining 3 drôle, tu vois. Ça, tu peux. Donc, c'est une option. Ok, bon, bref. Regardez le deuxième duel où il se fait prendre pas mal d'end-trap et on voit les demi-setups qu'il essaye de mettre en place sous les end-traps justement. Alors. Donc il va. Là, on voit qu'il hésite beaucoup avec sa main. Sa main à ce moment-là, c'est Amseti et un autre russe, Cluster, Foolish Burial et il y a une carte tout à gauche. Pour l'instant, je vois pas exactement ce que c'est, mais c'est un monstre. Probablement un monstre de l'archétype. Non, Cybergo, impossible. Si Santoli avait une quelconque chance ou qu'il aurait fait valoir son droit. C'est impossible. Il tuto du coup la carte de le sarcophage. En réseau, il se prend de roll. Et donc c'est le petit Crystron qui tuto, qui l'a open. Donc là, il a quand même un semi-board qui va avoir de la gueule, hein. Il a quand même un semi-board qui va avoir de la gueule. Et je crois que ce qui m'avait fait tilt dans. Enfin, ce qui m'avait fait tilter dans ce duel, c'était qu'il avait fait le monstre qui negate un monstre et qu'il n'avait pas tenté de faire plus, entre guillemets, Santoli. Ou alors, à l'inverse, qu'il l'avait pas fait. Enfin, je sais qu'il y avait un truc qui m'avait dérangé dans son demi-setup. Là, il se prend Lancea instant parce que l'adversaire sait que Santoli peut invoquer le monstre qui fait une negate de monstre et donc il veut pas que sa Lancea n'ait pas d'impact, tout simplement. Donc, évidemment, c'est une très bonne main de la part de Charlie quand même, hein. Dans un deck comme Mitsura Ezil où derrière ton engine va être capable de bien se comporter dans les semi-boards, pouvoir faire double floodgate comme ça, c'est exceptionnel.
En l'occurrence, quand même, le Burial, enfin, la Lancea, elle a vraiment de l'impact. Je me demande si Santoli, ici, peut faire plus. Avec Foolish Burial, plus le petit violet. Est-ce qu'il peut pas faire quelque chose comme Infinity, en plus? Lancea me paraît vraiment claquée. Bah, elle est pas claquée, c'est juste... Charlie l'a fait parce qu'il avait peur que Steven mette en place l'Omni-Negate. Enfin, la Negate de monstre. Il est pas claqué, c'est juste que... Enfin, la Lancea n'est pas claquée. C'est juste que Horus est toujours... Enfin, Crystron est toujours capable de mettre en place Infinity, quasiment, sous la Lancea. Donc c'est juste que Lancea n'est pas une mauvaise carte contre Crystron parce que ça te permet d'éviter de prendre le full board. Mais le problème, c'est que tu sais que tu vas prendre les demi-boards quand même. Et si derrière, t'es pas capable de battre les demi-boards, bah c'est relou. Du coup, il fait la negate de monstre quand même. Et derrière, il va partir sur... c'est qui lui déjà? Comment il s'appelle? Sulfador, c'est l'autre. Donc c'est... Ouais, je me rappelle plus des noms. Mais celui qui se respect et qui pète un. Il le pète lui-même. Il va aller spé un du deck. Il spé le Smiger. Donc là, il en profite en fait pour aller mettre plusieurs... comment on appelle ça? Non en rotation en même temps. Parce qu'en soi, il pourrait accéder directement au 5, mais il préfère d'abord passer par Smiger. Il me semble que Smiger spé des tuners uniquement, ou alors je suis pas sûr. Donc peut-être qu'il va aller accéder à Tristaros avec ça, plutôt que d'aller tenter de faire Infinity. Il va accéder à Citri ou à Tristaros. Je sais pas s'il pouvait mettre Infinity en place. Je suis pas sûr. Je crois qu'il pouvait, non? S'il faisait Foolish pour Sulfador, Sulfador est fait. Enfin, il fait Normal Summon son petit niveau 3 là en main. Puis il fait Sulfador effet. Sulfador met en place les deux dans le grave. Et derrière. Ah, il lui manque. Ah, je crois qu'il lui manquait une carte Crystron. Il aurait dû discard sa cluster. Aussi, il voulait être capable d'être sûr de mettre une synchro. Ouais, ok. Moi, je crois que j'ai compris à peu près pourquoi est-ce qu'il l'ait pas fait. Mais. Quoique, parce qu'il avait Esqueletus. Ah, mais en fait, c'est typiquement c'est le fait qu'il soit privé de bannir, je crois, qui l'empêche de mettre tout en place. Parce que regardez. Ici, il aurait pu faire Foolish pour Sulfador. Norme le Crystron violet. Sulfador pète le Crystron violet, serait invoque Foolish 2. Il va Foolish le jaune. Et. Bah bon, si là il n'était pas sous Lancea, il aurait pu faire encore mieux. Mais il va Foolish le jaune. Le truc, c'est que le jaune demande une discard. Là, il a plus de discard. Il était sous Droll anyway. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui, s'il n'était pas sous Lancea, aurait pu l'aider à discard? Sachant qu'il a que cluster en main, je crois pas, hein. Pourquoi mettre Citri là et pas Tristaros? Au final, la Lancea, elle a eu zéro impact quasiment, j'ai l'impression. Tac, tac, tac. Ouais. Pourquoi mettre Citri là et pas Tristaros? Je sais pas. Franchement, ça pour le coup, je sais pas. Parce que la piège, il me semble qu'elle peut reshuffle soit du grave, soit des bannis. Donc il a pas besoin de bannir des cartes via Citri pendant le tour adverse. Je sais pas. J'imagine que Citri en théorie est juste meilleur parce que c'est un quick effect durant la main ou la battle, alors que Tristaros doit attendre que l'adversaire interagisse. S'il est pas sous ça, il n'y a aucun souci, tu fliches la magie. Ah voilà, c'est ça. Ok, la magie et Tristaros, Reborn Tristaros, et après tu fais Skeletus. Skeletus reprend des trucs, et à partir de là, tu t'en sors parce que bah, tu vas faire Tristaros pète la synchro. Derrière, tu vas respect 2, et après avec Skeletus, tu vas respect 1 encore, donc tu auras Tristaros plus Infinity facilement. Ouais. Effectivement. Donc on voit que la Lancea, non, elle n'était pas mal jouée, au contraire, elle était très importante ici. J'ai pas les lignes parce que j'ai jamais joué le deck, mais ça se voit, entre guillemets. Hmm. Vous pouvez pas savoir, mais j'ai l'impression que Droll Lancea ont eu le même impact là. Non, pas tant que ça. Les deux ont eu de la gueule. Je dirais que la plus importante des deux ici était plus Lancea que Droll, j'ai l'impression. Un jaune amène direct la négate de magie, non? Ouais, c'est différent, juste. Je ne sais pas du tout c'est quoi l'archétype succule ou succulent. Je sais pas du tout ce que c'est, ni. Donc j'avoue que là, désolé, Widax, je peux pas t'aider, frère. Je peux pas du tout t'aider. J'ai pas encore, je me suis pas encore renseigné sur ce qui se passait après CDF, puisque bah, j'ai le CDF avant. Du coup, il passe turn. Ici, il a Super Pot.
Là, il a cluster. Donc pète 1 plus super pot, mais pour ça, il faudrait qu'il ait une carte en main. Pour l'instant, il n'a pas de carte en main. Sa super pot est donc morte. Et il a Citri qui peut aller mettre en place soit un Esqueletus. Du coup, s'il met un Esqueletus en place, en théorie, il va pouvoir détruire 2 avec sa piège et sa super police serait en vie parce qu'il va reprendre une ressource dans sa main via le Esqueletus à la summon. J'imagine que c'est ça son objectif. Mais en tout cas, pour l'instant, la super police est morte. Moi, là où je suis pas fan, c'est qu'après cette Trilancia, il aille sur ça. Je trouve que c'est nul parce que tu sais que l'adversaire, il joue Raizil. Et en sachant que l'adversaire joue Raizil, il a trop de start Hext en fait. Surtout qu'il connaît plus ou moins la liste de Charlie, il sait que ça joue les Sevens, donc il sait qu'en gros, il y a beaucoup d'exemplaires de Hext dans son deck. Il y a 2 Hext, il y a une Bonfire, il y a au minimum un Sevens, il le sait ça Steven. Donc déjà ça fait 4 Hext, ça fait quasiment 50% de chance d'aller en voir une sur 6 cartes. Et donc en fait, tous les start Hext vont rendre cette carte-là dégueulasse. Parce qu'il va faire Hext 1, agrégateur 2, et il va traverser la negate comme si de rien n'était. Ici, je pense que laisser les Horus, c'est pas dégueulasse, c'est une option. Sinon, en IC8, même juste faire le vampire, essayer d'aller embêter Charlie déjà en vidant un peu son deck, ça peut avoir de l'impact. Et même si toi, tu arrives à choper un truc qui peut t'aider à générer un autre type d'interruption, ça aurait peut-être été mieux. Ou à aller plus loin dans ta loupe, notamment si tu arrives du coup à faire un Esqueletus quand même. Peut-être que tu avais moyen de rendre ta super poly en vie. Et je pense que les interruptions qui sont dans les zones MP contre Raizil ont beaucoup plus d'impact, notamment la super poly, que les interruptions qui sont dans les zones monstres qui peuvent se faire agrégateur. Et certes, il aurait pu agrégateur la Citri, mais c'est pas un problème parce que tu peux le chaîner pour le coup. Donc je pense que tu aurais pu facilement, si tu faisais un Vampire et que tu chopais un body intéressant, en plus de me le deck adverse, tu aurais pu facilement avoir au minimum un Tristaros en plus ici, et peut-être même avoir déjà une ressource en main pour pouvoir super poly plus tôt. Et je pense que ça aurait été mieux, vraiment, overall. Donc je pense que Steven, il a peut-être été trop matrixé par le fait de vouloir jouer safe, de protéger ses plays des autres entraps. Mais quand tu t'en prends 2 comme ça, en plus je trouve que Charlie, il joue très mal on va dire le côté poker de Yu-Gi-Oh! Genre, je trouve que tu lis vraiment bien dans ses intentions et tout dès le départ, je trouve. Genre, une fois qu'il active ses 2 entraps, on dirait vraiment un mec qui n'a plus rien, quoi. Après, ça, c'est vraiment. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais. Genre, j'ai pas d'éléments où je peux vraiment le dire, mais je le trouve moins attentif, je le trouve plus passif, je le trouve limite désespéré, en fait. Une fois qu'il drop la Lancea. Après, ça, c'est des trucs, tu les sens aussi en duel, donc c'est. Peut-être que Steven, lui, l'a senti différemment. Ouais, il se met à lire des trucs et tout. Mais bon, pour moi, il y a un changement d'attitude qui paraît évident, limite. Je pense pas que tu avais besoin de. Puis même si tu continues à prendre des end-traps, t'es pas non plus dans la merde. Puis je sais pas quel end-trap il aurait pu ne pas activer jusqu'à là, mais bon. Peu importe. En tout cas, il se fait punir, il se prend un perm sur Citri, et derrière, il se prend Hext en plus. Donc ça me rend sa super poly morte, ça rend ce qu'il a fait de ses Horus mort. C'est vraiment dommage. Et derrière, du coup, il a plus que Cluster qui peut péter un et le Hext bat déjà Cluster. Donc en fait, ici, Santoli a déjà lose. Et là, bon, bah, c'est dû un petit peu à une erreur de. Peut-être de gameplay de Santoli, parce qu'en vrai, on ne sait pas comment est-ce que lui, il perçoit la situation on va dire, sur le coup, déjà. Et en dehors de ça, peut-être que nous, qui connaissons moins bien Creston, probablement, il y avait d'autres points à prendre en compte qui encourageaient le fait de faire ça. Mais typiquement, dans Mitsurugi Reizil, je trouvais que c'était pas une super bonne manière de jouer la game. On a une autre game, du coup, en backup feature match. On m'a dit que c'était à 3,35 ou 3,25, je sais plus. Attendez, je vais remonter. 3h52, pardon, je raconte n'importe quoi. On a que la game 3, mais ça va nous servir aussi. Hop.
Je sais pas si Vampire Zombie baitait la impair, mais je sais pas si la impair n'a pas été pioché en 6ème. En l'occurrence, ici, de toute manière, ton 80 prend un perm comme ton vampire. Donc autant faire utiliser l'imperm sur le vampire, puisque la citrice prend pas agrégateur. Donc c'était meilleur quand même. Ok, donc là on a une game 3 du... C'est quoi, c'est un top cut ça? Top 32. C'est honteux que tu vois, ce feature match là, il a été filmé, mais qu'on n'y ait pas accès. Genre en mode qu'il soit pas disponible derrière sur une chaîne YouTube ou quoi. C'est vraiment dommage. Salut Kazemaru. Il met Citri aussi parce que s'il fait Challenge 1 effet de monstre, Challenge 2 negate avec le 8, il peut quand même trigger Citri quand il veut, alors que sinon il doit attendre un effet de Charlie. Ouais, oui, bah, de toute façon, c'est juste le fait que Citri soit beaucoup plus versatile en termes de timing d'activation, totalement. Il pose la super pot pour faire peur du coup. Non, il pose la super pot parce que pendant le tour adverse, en théorie, il aurait pu faire Citri qui summon Skeletus. Skeletus reprend un du ban ou du grave et la super pot était en vie à ce moment-là. Il se prend Purulia du coup, Steven. Il va le call by. Il a réfléchi quand même avant de le call by parce qu'en théorie, si tu peux jouer au travers et garder call by, t'es content. Il start Sulfnir ou je sais plus comment il s'appelle. Discard Smiger. Sulfnir va se détruire et aller tenter de split du deck. Et du coup, derrière, il bait la hache grâce à ça. On voit que Bradley, bon, Bradley que je ne connais pas, donc je pense pas que ce soit un joueur exceptionnel en Amérique du Nord. Mais en tout cas, c'est pas choquant que sans connaître Crestron, tu crames une hache sans trop savoir. En l'occurrence, c'est même pas une hache merdique. C'est juste que bah, je sais même pas s'il y a une bonne hache contre Crestron, la vérité, tu vois. Ici, tu sais que si tu haches le Sulfnir, ok, il accède pas à Sulfador via lui, mais il va juste faire Smiger pour induction, induction pour Sulfador, Sulfador détruit induction, se summon, Foolish 2. Donc est-ce que ça empêche vraiment quelque chose? Je sais pas. Attendre le Foolish 2, ouais, ça a l'air d'être une step qui au moins n'est pas refaisable facilement pour Steven. Après, ça va dépendre parce qu'il a aussi Nibiru dans sa main, Bradley. Donc peut-être que avec ça en plus, il aurait pu peut-être en théorie jouer sa hache différemment pour donner de la valeur à son Nib. Bref, il y avait tellement de manières de jouer ça différentes. C'est vrai que l'effet de Tristaros du Grave, c'est une bien meilleure target à hache pour le coup, je pense. Bradley, là, il a craqué son effet sans trop savoir comment jouer. Donc la induction, elle va se résoudre, elle va aller chercher Sulfador. Sulfador va se mettre en pétant induction. Foolish Cluster qui va du coup être, vu qu'il a déjà Smiger tuto 1 et qu'il a tuto induction vers Smiger, il Foolish Cluster pour la reprendre avec Skeletus. Et il Foolish Tristaros aussi. Derrière, il fait induction, resummon son tuner. Hop, il fait Skeletus. Skeletus va aller reprendre Cluster. Et derrière, il va aller faire Tristaros est fait, pet Skeletus. Summon 2 du deck, Skeletus resummon 1, il va resummon le Tristaros. Et donc du coup maintenant s'il se prend Nib, il va être capable de chaîne le Tristaros pour aller invoquer le samouraï, et le samouraï va aller le prévenir entre guillemets de Nibiru en réinvoquant la machine du cimetière. Donc ici effectivement il va chaîner Tristaros. Bon, c'est bien, on voit plein de choses intéressantes dans ce duel pour le coup. Voilà, il summon le samouraï, le Nibiru se résout. Hop. Du coup, il a mis quoi au Graveyard? Moi, ça m'intéresse. Il a mis quoi? Il a mis Citri au Grave. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose. Peut-être parce que c'est lui, justement, qui va rebrand avec le Samouraï. Samouraï est fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il a checké les stats, ouais. Il réinvoque Citri, du coup. Et derrière, il va poser 3. Donc, il a déjà Cluster. Et il a 2 autres inconnus. Bradley, il avait une très bonne main qu'il a pas bien joué. Et du coup, il s'est fait surprendre. Une main qu'il aurait probablement mieux joué contre des decks du format. Donc là, encore une fois, on voit un bon point de Cristron pour le coup. Derrière Bradley, il a pas l'air d'avoir une super main. Il joue Water, j'ai l'impression. Bah, il y a écrit en fait. Il a le 7 et il a au Prince. Wow, il a une main broken, j'ai rien dit. Il a la meilleure main du jeu. Pour le coup. Mais le truc, c'est que Cluster, c'est une super bonne carte contre Mermaid parce que ça va. C'est pas un effect negation, c'est de la gestion de body de manière proactive. Du coup, en théorie, il va pouvoir empêcher Prince de s'activer. Là où c'est difficile d'empêcher Prince de se résoudre plutôt. Je te lis juste après au Megang. Du coup, il fait l'effet du 7, il va tenter de bounce quelque chose. Steven visiblement a dit oui.
Alors du coup, il va pouvoir... Est-ce qu'il a dit la cible encore, Bradley? Il cible la posée, une posée random. La posée va revenir en main, donc Steven, il connaît son match-up, hein. Il a dû probablement poser même des cartes qui servent à rien. Je pense qu'ici, Bradley, c'était pas bête d'essayer de viser une posée, parce que si tu cibles Citri, ça va rien donner, il va juste la chaîne. Et je pense que de toute manière... Après, tu la forces au moins, hein. Je sais pas. Le Dragoon, en tout cas, ici, qui est tuto. Citri met un Esqueletus direct on board, qui va reprendre Induction, et qui va mettre sa cluster en vie sur Pop 2. Donc il sait derrière que s'il y a Norm Prince, il va pouvoir péter les deux Water et que la game sera terminée. Bradley, il a peut-être pas... Je sais pas, il a parié sur le fait de toucher la cluster avec le 7 probablement. Ouais, il se prend super poli avant même de se prendre cluster. C'était Droplet qui avait été remonté en main. Donc en plus, pour le coup, Steven, il avait vraiment toutes les non-engine de son deck. Le Garou il summon ici. Bradley peut plus rien faire. Il a un pot fuvant en main. Il abandonne. Ouais. Le truc, c'est que en fait, son set était pas très bon. Accompagné de Prince, c'était qu'un seul push. Et donc, il s'est fait battre par n'importe quelle interruption de Steven en l'occurrence. Mermaid, c'est très fort, mais c'est très fort quand t'as beaucoup de water en main. Et là, comme aucun des Charmy s'est résolu, même s'il a résolu beaucoup non-engine, au final, s'il joue pas contre spécifiquement que des impermanences, vu que le deck il profite beaucoup de ses costs, s'il joue contre des destructions, il va juste se faire exploser, quoi. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé là. Le week-end dernier, je suis tombé sur un Cristron à la 7ème round et j'ai gardé H jusqu'à Tristaros. Le gars m'a clairement dit personne garde ça H jusqu'à Tristaros alors que ça me tue. La preuve que les gens savent pas jouer contre. Ouais, totalement. Là, cela, il va tuer tous les Cristrons du CDF, les pauvres. Avec sa main dans le game, avec sa main dans la game d'avant, son toy pouvait finir sur Photon, plus Tristaros, plus Sulvador, plus Cluster. Ok. Ça lui donnait accès à Tristaros et Citri pendant le tour adverse, et qui récupère une carte en main pour mettre Super Poly en vie. Ah ouais. Alors comment tu veux faire ça? Finir sur Photon plus Tristaros, plus Sulfador, plus Cluster. Déjà, je sais pas à quoi Sulfador sert là. C'est juste qu'il est présent sur le board, mais Sulfador en théorie sert à rien. Ça lui donne accès à Tristaros et Citri pendant le tour adverse. Et il récupère une carte en main pour mettre Super Poly en vie. Comment tu voulais qu'il fasse ça? Parce que il avait Foolish Burial plus le niveau 3. Il est sous Lancea, sous Droll. Salut Smokers. Du coup, je vois pas très bien comment il peut faire ça pour le coup. Y a pas un monde où la game d'avant c'était juste meilleur de faire SP pour bannir un start, ext et assurer Super Poly en vie. Je sais pas s'il joue SP déjà pour démarrer. Je crois pas qu'il joue SP dans sa liste, mais peut-être. Et non, je pense que SP c'est pas meilleur que Vampire, hein. Vraiment, vraiment pas dans cette situation. Comment est-ce qu'avec Foolish et un pauvre non Cristron, il pourrait faire ce qu'a décrit Omegang? Je crois vraiment pas, hein. Tac, il fait Foolish ça. Il fait Foolish Sulfador. Sulfador effet Rospé. Effet Foolish 2. Bah non, je vois pas. Il peut pas accéder à ça. Ou alors je suis fou. Je crois que je vois comment faire. Il faut Foolish Sulfador. Tiverne qui pète la magie russe pour Spectrice du deck. Ah, ok, faut faire l'effet du violet peut-être, ouais. Norme violet, effet du violet. Mais même comme ça, non, je vois pas. Spectrice Taros. Mais là, t'as plus de discard en fait. Sulfador pour se respect, il faut qu'il pète un truc. Donc tu vas péter quoi ton Tristaros? Je vois pas bien, hein. Tristaros, nanana. Mais la norme, elle se pète pas pour spé un tuner du deck? Je croyais qu'elle se détruisait. Attendez, je vais regarder l'effet de la carte. Alors. And target one face up card du contrôle du effet 2. Ah non, ça se paie juste. Ah non, destroy that card. Ah mais c'est n'importe quelle carte, donc vous vouliez détruire le sarcophage. Ok, ouais, c'est vrai que c'est une option ça. Ou le vampire en vrai. Ou le vampire. Si tu fais vampire que tu prends un perm, tu peux péter ton vampire, peu importe. Mais c'est vrai, oui, du coup, le fait que ça mette un body en plus on board, en fait, avec lui, tu spé Tristaros,
Et derrière, avec ton foolish, tu vas chercher Sulfador. Sulfador te foolish Sulféfnir. Et après, avec ton Tristaros et ton Sulfador, tu fais ta synchro 5. Ta synchro 5, elle récupère 1. Donc là, tu récupères quelque chose. Et derrière, tu vas aller faire. Tu vas aller faire. Ah, mais du coup, tu peux pas faire Tristaros effet. Bah, est-ce que c'est grave après? Il fait Sulféfnir. C'est vrai qu'il peut faire Sulféfnir, discard cluster, respect Sulféfnir, pet Sulféfnir, spé Citri. Et après, il fait Esqueletus, reprend cluster. Et du coup, il a Esqueletus plus Citri avec cluster on-board. Enfin, posé aussi. Mais du coup, il a pas de carte en main pour Super Poly. Sinon, il a pas. Sinon, il peut faire effectivement Tristaros, Sulfador. Non, il doit faire sa synchro. Donc, il peut terminer sur Elskeletus, Cluster, Super Poly avec une carte en main qui lui donne sa Super Poly en vie. Mais je crois pas qu'il puisse avoir en plus un Tristaros ou un Citri. Parce que comment il pète son Esqueletus? Hum, hum. Parce que regardez, en fait, il start avec ça et ça. Donc, tu fais effet, spé lui. Ok. Tu fais foolish, envoie ça. Effet de lui. Tu pètes. Qu'est-ce que tu pètes d'ailleurs? Tu détruis une carte Crestron, donc tu vas détruire lui. Ok. Tu l'invoques. Effet à l'invocation, tu foolish 2. Là, ce qu'on foolish n'a pas trop d'impact. Puisque peu importe ce que tu foolish, ça fait rien, j'ai l'impression. Donc on foolish 2, on va foolish lui parce que c'est le meilleur. Mais bon, je vois pas trop ce qu'il fait. T'as toujours cluster en main, en l'occurrence. Et à partir de là, je vois pas comment est-ce que tu mets en place autre chose. Parce que si tu fais ton Skeletus ici, tu vas reprendre un. Ce qui peut du coup te mettre le Sulfenir en vie. Mais le Sulfenir seul, il va rien générer. Il va générer max Citri. Et t'auras plus de cartes en main. Donc, tu peux avoir Citri, mais t'auras pas de carte en main. Donc ouais, je vois pas. Sinon, Spé Sulfador avec l'effet de Sulfef après le griffe pour péter Elec. Ah, ok, ça doit être ça, effectivement. C'est bien vu ça. Donc, norme effet. Spé, le Tristaros du deck. Foolish sur le Sulféfnir. Sulféfnir effet. Ouais, Sulféfnir effet. Ah, mais c'est lui qui pète le. C'est lui qui pète le Esqueletus. Je suis con. Ok, je pense que j'ai la loupe. Je vais juste foutre les cartes dans un deck DB et je vous montre. Je crois que j'ai la loupe du coup. Il avait raison, Omegang. Comment ça s'appelle les cristaux? Je mets juste les cartes du deck dans une liste et normalement on est bon. J'ai bientôt fini les gars, désolé. Donc la situation c'est celle-ci. T'as un board un Vampire. Et dans la main, t'as Foolish Burial et t'as Cluster. T'as Cluster, t'as lui et t'as Foolish Burial. Tu fais norme, effet, spé, lui. Tu fais Foolish. Et en fait, je crois que là, t'as l'option. Ouais. Donc, t'as deux options, je crois. Soit tu fais Foolish Sulfador. Sulfador effet. Tu pètes ça. Effet à la semaine. T'envoies lui. On s'en fout de ce que t'envoies en plus, je crois. Quoique. Vas-y, on envoie. Ouais, non, on s'en fout. Tu fais Skeletus. Reprends un. Donc, je sais pas ce que tu reprends. Pareil, en théorie, je pense qu'on s'en fout. Et là, tu fais Sulfnir qui se respect, qui discarde un. Tu pètes le Skeletus.
Et du coup, effet Skeletus, tu peux respect un Crystron de ton grave. Et donc tu spray Tristaros. Donc en théorie, tu pourrais même avoir Citri ici, en théorie. Qui viendrait du Sulfador. Ça, c'est une option. Mais t'as pas la carte en main qu'on était censé avoir. À moins qu'il y ait encore autre chose. Peut-être avec lui, du coup. Ok, j'ai autre chose à tenter. Tac, tac. Peut-être que si on fait Sulfnir qui se pète lui-même, qui se pète ça, et qu'à ce moment-là, on a toujours Skeletus on board, et qu'on fait effet qu'on pète lui, on accède à une spé du deck. Donc là, on peut spé, je sais pas moi, Citri par exemple. Je crois que ça spé un tuner, hein. Ouais. Et après, avec Skeletus, tu peux respect ton Tristaros. Tu pouvais accéder à ça déjà, minimum. Donc tu pouvais avoir Tristaros plus Citri. Déjà. Donc ça, c'est faisable, ça. On est d'accord. Il y a une autre option. Peut-être qu'elle termine avec une carte en main, mais je suis pas sûr. C'est de faire dans l'autre sens. Et en fait, de start. Donc t'es comme ça, avec ton Tristaros. T'as pété la carte russe là. Tu fais Foolish sur Sulfefnir. Sulfefnir effet. Tu discardes ton cluster. Tu le pètes. Attends, mais est-ce que tout à l'heure j'avais discard même avec Sulfefnir? Bon, je sais plus, vous regardez si j'avais discard ou pas. Tu fais Sulfefnir effet, tu le pètes. Effet Sulfefnir. Tu vas spé 1 du deck, tu spé Sulfador. Effet. Tu as Foolish 2. Donc là, pareil, je sais pas ce qui est bien Foolish ou pas. Peu importe. Skeletus reprend 1. Donc tu reprends ça. Et là, tu fais Sulfador effet. Tu pètes ton Skeletus. Il se respect. Et là, tu vas respect 1 du grave. Et tu peux même faire infini, en théorie. Là, tu peux aller faire infini, par exemple. Ou si tu veux pas faire infini, tu peux aller respect n'importe quoi que tu as foolish via Sulfador tout à l'heure. Donc en soi, tu peux aller spé une Citri, par exemple. C'est juste dommage que lui, il serve à rien dans la loupe. Peut-être qu'il sert à quelque chose, mais que je vois pas quoi. Peut-être que, genre, pendant le tour adverse, Citri, le fait que t'aies lui on board, ça fait quelque chose. Ah, mais je crois que t'es lock en synchro tuner. Enfin, que t'es lock en synchro dès l'extra deck. Ah oui, c'est ça. Je suis lock en synchro, ouais. Mais du coup, j'ai l'option de finir sur des boards comme ça aussi. Faut mettre Tristaros, pas Citri si tu récupères une carte en main. Pendant le tour adverse ou pendant ton tour? Parce que si c'est pendant le tour adverse, ouais, ça se fait. Le loop, on l'a trouvé, je crois. Je crois, hein. Je trouve que je raconte de la merde, mais... Tac, tac, tac. Nous, on avait fait ça, au Megang. Ouais, pendant le tour adverse, ouais. C'est pète ou pète le vampire, on s'en tape. Spé. Foolish, envoie-lui. Spé. Envoie 2, alors là, je me rappelle plus ce qu'on avait envoyé exactement, mais enfin bon, t'envoies 2 cartes, quoi. Lui et lui, je crois. Et après, c'était ça. Là, tu reprends un que tu discardes avec Sulfefnir. Et du coup, tu pètes lui. Et du coup, lui, il chope Citri. Et tu spé un Tristaros du deck. Si tu veux mettre ça, bon, à la limite, tu peux fouish autre chose si tu veux avec le, le Sulfador pour spé Citri du deck, Tristaros du grave et avoir une autre ressource dans le graveyard à la place du Tristaros, peu importe. Et oui, c'est vrai qu'en théorie, on pouvait terminer sur ça. Et du coup, on avait la super poly posée en plus. Et pendant le tour adverse, même si on prend les Imperm Veiler machin, parce qu'en théorie, on a pris un perm là-dessus. Donc, même si on prend agrégateur sur l'un des deux, l'autre va pouvoir aller récupérer une carte pendant le tour adverse dans notre main et donc mettre la super poly en vie.
Donc ouais, je pense que c'est du coup, en théorie, des erreurs de look de Santoli, peut-être. Peut-être. Peut-être que lui, il joue autour de quelque chose d'autre, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'était meilleur comme ça, ouais. Ok. Bon bah vous voyez, au final on a fait un peu de gameplay, on a un peu pris en main les cartes, on s'est intéressé un petit peu à comment est-ce que le deck était joué, à comment est-ce qu'il était build récemment. Des choses intéressantes. On va se laisser là pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps dans les journées, je vais essayer de... Le but c'est d'essayer de live tous les jours avant le CDF jusqu'au mercredi avant le CDF au moins. Euh, Mais par contre je pourrais pas rester très longtemps à chaque fois. Je pense que on va essayer de faire un point sur quasiment chaque deck avant le CDF. En tout cas sur les decks moins connus. Donc aujourd'hui on a couvert un peu Crystron. Demain on couvrira peut-être, je sais pas, White Forest ou un autre archétype comme ça. En tout cas White Forest c'est prévu qu'on le fasse. Blue Eyes on l'avait déjà vu. Donc il reste quoi? Il reste White Forest, il reste peut-être Memento. Ouais. Non, pas Branded Wendy, désolé. C'est Crystron, ouais, prometteur, c'était sympa. Plus intéressant avec Cédric d'avoir un deuxième tuner on board comme ça, tu peux faire synchro 9 Aquarian qui peut man 3. Ouais. Wesh Yunus. Tu penses quoi de Super Pro dans le format, s'il te plaît? Je trouve la carte vraiment forte, mais je trouve pas la carte obligatoire ou genre broken ou quoi, qu'est-ce tu vois. Je pense que quand Mitsura Isil, c'est pas la meilleure. Je trouve pas que ce soit la meilleure. Contre Malice, c'est vraiment fort. S'il fait les boards normaux, on va dire. Mais le problème, c'est que Super Po est pas terrible contre Mitsurazil. Il faut aller essayer de trouver des. Faut que tu fusionnes avec tes propres trucs à toi et c'est chelou. Parce que. Ouais, même en vrai, même en fusionnant avec tes trucs à toi, c'est pas terrible, la vérité. Mais bon, c'est comme ça, hein. En gros, tu vas Super Poly quoi? Son détonateur, normalement, il n'y a pas d'autre light on board. Euh, S'il finit sur Abakiri plus Murakumo, en théorie, tu peux prendre les deux, aller faire un Garura, mais bon, il aura toujours la magie capable de reborn le Murakumo, ça change rien. Je pense que c'est là où Super Poly a une faiblesse dans le format. Hormis ça, elle est pas mal contre les autres decks. On va attendre Art Mega. Oui, voilà, exactement. Ok, ouais, on fera un point sur Memento, on fera un point sur White Forest au minimum. Donc demain, je sais pas lequel des deux on fera en premier, mais en tout cas, on va faire les deux. On se capte les gars, prenez soin de vous, on s'attrape demain. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir interagi, c'était marrant. Franchement, c'était intéressant de regarder un peu ce que ça faisait Crystron. Moi, de toute manière, je l'aurais fait un bout d'un moment avant le CDF. Je vais faire un peu plus de mon côté aussi parce qu'il y a deux trois trucs que j'ai envie de check sur le deck. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Et ça prouve encore une fois que de toute manière, si tu joues bien un deck du format, on va dire, même si c'est pas l'un des meilleurs, tu peux largement faire un bon résultat avec. Ça arrive tout le temps. T'as pas envie de faire un point sur Mitsurazil maintenant que tu connais mieux le deck? Ouais, si vous voulez. Si vous voulez, oui, bien sûr, on peut faire ça. Peut-être que je ferai un tournoi de barcode avec, pour le coup. Ça peut être pas mal. Y a pas de problème, Wendy. Avec plaisir. On se capte. Merci beaucoup d'être passé. À plus. Ciao. Et je mets les replays, je vais mettre les replays sur YouTube le soir même maintenant. En tout cas, avant le CDF. Comme ça, vous pourrez avoir les replays sur YouTube si vous n'êtes pas là lors d'un des lives. Voilà, on s'attrape. À plus, les gars. Ciao.